Radio Réveil. La radio étudiante. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Alors c'est sûr, c'est contemporain donc. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Pour faire passer la pilule discrètement. On en parlait déjà depuis plusieurs semaines, c'est dans les tuyaux. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. Voilà, on a appris quoi. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Politiquement Incorrect, votre émission de société et de débat. Nous sommes ravis de vous retrouver et ce soir m'accompagneront Marc, bonsoir Marc. Bonsoir Nico. Hugo, bonsoir Hugo. Bonsoir Nico, bonsoir et Maxime, à tous. Bonsoir Maxime. Salut Nico. Et bien voilà, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Politiquement Incorrect. Je vous rappelle que vous pouvez interagir avec l'équipe de l'émission sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook bien sûr. Et vous pouvez également nous rejoindre pour débattre sur un sujet qui vous tient à cœur. Au programme de cette nouvelle émission, eh bien, nous allons faire un coup de projecteur sur l'actualité. Nous reviendrons sur une facette du sujet de la semaine dernière. Un prof accuse une élève voilée d'être un cheval de Troie de l'islamisme. C'était à Sciences Po Aix et Hugo nous en parlera dans un instant. Autre actualité, les allocations familiales vont-elles être supprimées? Sont-elles en danger? Le gouvernement parle de changer les critères d'attribution de ces aides. Doit-on craindre une réduction des acquis sociaux dans le cadre de la crise économique actuelle? Et c'est notamment Maxime qui introduira ce sujet. Et puis un coup de projecteur également sur Kémy Séba, sujet que nous introduira Marc dans une autre partie de l'émission, pardon. Et puis enfin un coup de projecteur d'Hugo sur une initiative locale, un projet participatif à Torcy, ce sera en fin d'émission. Voilà messieurs, j'espère que la semaine fut bonne pour vous. Et on va commencer cette émission tout de suite avec, et c'est traditionnel, l'actualité de cette semaine. Et voilà, Hugo, tu as trouvé effectivement cet article du Nouvel Observateur qui porte ce titre, Sciences Po Aix, un prof accuse une élève voilée d'être un cheval de Troie de l'islamisme. Alors peut-être peux-tu nous en dire quelques mots avant d'ouvrir le débat. Voilà, comme tu l'as dit, ça se passe à Sciences Po à Aix en Provence. C'est un prof d'histoire qui a en plein cours à alpaguer une élève voilée et lui a dit voilà, vous êtes un cheval de Troie de l'islam, lui a fait tout un pataquès, voilà, je le répète, dans un contexte de cours devant tous les élèves, si bien que ça a mis une situation de malaise pour la plupart des élèves qui ne savaient plus trop si l'enseignant faisait finalement toujours autorité, s'il fallait sortir du cours pour montrer son mécontentement, s'il fallait juste se taire à attendre que le cours reprenne ou commence, plus exactement. Et puis, ça a amené un peu plus tard à une prise en main, entre guillemets, par le directeur de l'établissement qui a dû un peu s'expliquer par rapport à ça. Christian Duval, le directeur de l'IEP. L'IEP, voilà, l'IEP de province. Un IEP de province parmi d'autres. Voilà, qui a dû rappeler la loi qui est que l'interdiction du voile ne s'applique pas dans l'enseignement supérieur. Et donc la remarque finalement de l'enseignant était toute personnelle et qu'elle n'avait rien de fondé juridiquement parlant et donc qu'il n'avait pas à exprimer son sentiment vis-à-vis de ça parce qu'il devait juste finalement faire son service public, c'est-à-dire assurer son cours sans remous. Ce qu'il n'a pas fait. Mais visiblement, c'est pas la première fois qu'il agit un peu de manière, on va dire, surprenante ou choquante. Certains élèves disent que c'est un personnage, donc voilà. Les remous ne sont pas une chose tout à fait familière pour lui. Mais bon, ça reste un sujet à la société, comme tu l'as dit, ça peut être relié aux problématiques que l'on a évoquées la semaine dernière, c'est-à-dire, je le rappelle, on a parlé de l'État islamique notamment, et de la montée de l'islamisme politique et du djihadisme. Et donc voilà, ça peut amener parfois dans certaines têtes la confusion, les préjugés également. Et donc voilà, il faut se méfier de tout ça. La remarque du professeur est assez douteuse. Chez lui aussi, il y a pas mal de préjugés, de raccourcis. Voilà, vous êtes voilé, donc vous êtes un cheval de Troie de l'islamisme en France.
je veux bien que ça puisse choquer certains, le port du voile, mais voilà, faut aussi parfois avoir surtout de la part d'un professeur, une démarche raisonnée. Alors rappelons bien sûr que ce qui est fait là, c'est un amalgame entre une religion, la religion musulmane, et l'islamisme, notamment radical, dont on parlait la Voilà. semaine dernière. Faut bien, Et que, enfin voilà, il n'y a rien à voir a priori entre quelqu'un qui se voile et les islamistes radicaux dont on parle actuellement dans les médias et qui font beaucoup de bruit. faut bien distinguer islam qui est une religion et islamisme qui est un mouvement politique. C'est aussi simple que ça. Qui s'appuie sur une lecture personnelle du Coran, enfin particulière ou spécifique du Coran. Donc, Voilà. On ne peut pas distinguer les deux non plus. Oui. Il y a toujours en lien, c'est-à-dire que l'islamisme politique, c'est... l'islamisme... faut pas comprendre, je pense qu'il ne faut pas confondre en plus l'islam politique au sens de l'organisation hiérarchique de l'Église ou même de l'islam politique qui peut être dans un État institué. L'islamisme politique, ça fait plus référence à des fondements très radicaux. Des fondements très radicaux, pardon. Je voulais dire à des visions radicales et d'une spécificité de l'histoire, mais ça remonte entre guillemets à la nuit des temps, quand on avait au XVIIIe siècle un islam assez que certains historiens ont appelé modéré, l'islam des Lumières, ce qu'on appelait. On avait quand même une lecture du Coran, ce qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Ce qu'on considère comme l'islam aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est avant tout le port du voile, etc. Une espèce de vision très fermée et très spécifique, et qui n'est pas aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler entre guillemets moderne. Et on a, selon certains, régressé. Même au sein de l'islam, en comparant l'islam des Lumières et l'islam d'aujourd'hui, on aurait régressé, selon eux. Et voilà, donc moi je considère que on peut pas... L'islamisme politique, c'est de la politique appliquée à une lecture du Coran. C'est-à-dire c'est un peu comme les thèses de Marx, on peut en faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que si Staline a traduit le marxisme dans sa vision politique, c'est avant tout parce que Marx avait laisser quelques a priori qui pouvaient laisser penser qu'on pouvait le lire de cette façon, comme l'islam ou comme toutes les religions monothéistes d'ailleurs. Je suis sûr que si on appliquait ça à des gens, à des personnalités spécifiques, on pourrait faire du christianisme une religion de guerre, ou même un christianisme politique, je sais pas, ou comment on pourrait l'appeler. On peut faire ça sur toutes les religions politiques, enfin sur toutes les religions qui peuvent avoir des connotations politiques. Donc je pense pas que ce soit une spécificité de l'islam pour le coup. Hugo, tu souhaitais rajouter quelque chose ? Non, juste souligner, je ne sais pas si c'est une spécificité de l'islam ou pas, j'en doute, oui, comme tu l'as dit, on a eu c'est plus ancien par contre, on a eu notamment au Moyen-Âge des croisades chrétiennes, donc là c'est une portée directement politique de conversion, une politique violente de conversion. Là, c'est un peu différent, c'est... avant tout politique, avec, comme l'a dit Marc, comme l'a dit Marc, une lecture tout à fait politique, et c'est de la religion, donc on s'arrange un peu de ce qu'on veut, on prend des éléments. C'est comme, faut-il le rappeler, l'État islamique qui est une branche particulière de l'islam, qui a le califat a une interprétation particulière qui ne conviendra pas évidemment à 95% des musulmans. Mais pourtant, il se revendique comme le seul État musulman et islamiste, mais ça, il ne le revendique pas forcément, du monde. Et donc, tous les musulmans devraient, selon le calife, se soumettre à son autorité. Donc là, c'est une grosse ambiguïté. Et donc, c'est assez marrant, mais si on réfléchit un peu dans cette voie-là, on peut penser que l'enseignant sera en train de dire... en somme, que toutes les personnes voilées agiraient sous l'autorité du calife de l'État islamique. Je ne sais pas si dans sa tête ça marche comme ça, mais il faut être assez vigilant. Moi je pense que... Bon après, Maxime, je vais le laisser parler après. Juste compléter, voilà, l'État islamique, c'est peut-être la voie la plus violente d'islamisme aujourd'hui. Mais je pense aussi que dans la tête de ce prof-là, ou comme dans d'autres,
ce sont des personnes qui ont des visions très communautaires ou communautaristes des religions. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une personne suive et que le troupeau va suivre, etc. Et c'est justement le grand paradoxe des religions aujourd'hui. C'est à la fois il faudrait quasiment distinguer les religions personnelles, dire intérieures ou même historiquement marquées. C'est-à-dire on peut dire aujourd'hui qu'on a été marqué par des siècles d'enseignement chrétien. On peut dire ça comme ça. Donc une religion personnelle, une religion pratiquante et une religion, j'allais dire, politique. Tout peut évidemment s'imbriquer, mais c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que c'est ça le grand problème aujourd'hui, c'est de lier justement le communautarisme à toutes les formes de pratique de la religion. Enfin, je pense qu'à mon sens, on est là-dedans à cause des amalgames et voilà, des causes des amalgames. Alors, le professeur aurait ajouté, d'après le Nouvel Observateur, donc devant les caméras de France Télévisions, cette étudiante, je ne l'ai pas agressée, j'ai simplement fait remarquer qu'elle gênait ses camarades en amphi, donc a-t-il déclaré, et elle est complètement manipulée, elle me fait pitié. Voilà pour le texte du Nouvel Observateur. Maxime, une réaction à tout cela ? Oui, c'est, je pense, assez représentatif de l'évolution des rapports des différentes communautés françaises. Je pense que c'est très représentatif. Moi-même, personnellement, j'assiste de plus en plus à ce genre de remarques, de réflexions, de proches, où le voile gêne. On n'aime pas voir, même si, quelque part, on dit qu'on respecte, on n'aime pas se retrouver face à une personne voilée. On a l'impression de se sentir colonisé, de se sentir envahi. Enfin, voilà, il y a vraiment... je pense que cet article-là, cette anecdote, elle est assez représentative de ce qui se passe en ce moment en France. Et à mon avis, ça ira de pire en pire, puisque on n'en est pas au début. Il y a une construction qui a été faite. Je crois que on recherche réellement à créer des tensions entre les différentes communautés en France. D'ailleurs, le fait même qu'on fasse autant de bruit autour de cette affaire est en soi, je pense, un signal aussi. Le fait que ce soit autant médiatisé, ça montre qu'on veut qu'on sache ça. Voilà, qu'on veut montrer qu'il y a une espèce de tension entre, pour le dire vite, la France d'avant, le français de souche, et puis les Français d'origine émigrée qui se croient chez eux et qui se croient tout permis, qui veulent nous changer, nous. Enfin, c'est un peu ça, quoi, ce qu'il y a un peu en filigrane. Et donc, c'est clair que, à mon avis, ce que dit ce prof, ça trahit manifestement une ignorance crasse de la religion de manière générale et plus particulièrement de l'islam. Mais c'est typiquement le discours d'un prof, c'est-à-dire un discours athée, un discours matérialiste. Ça le choquera certainement pas de voir en face de lui une jeune fille complètement maquillée, avec des produits pleins de métaux lourds dedans, ce qui est très néfaste pour sa santé. Qu'elle ait une vie complètement débauchée, qu'elle arrive complètement torchée ou qui ait fumé un joint ou je sais pas quoi, parce que ça correspond à l'américanisation de la société, mais ça le gênera moins. Ça fait partie de civilisations qui sont plus proches de lui, parce qu'il parle de manipulation. Je crois que il y a manifestement un amalgame qui est fait et qui est aussi entretenu, et ça, c'est quelque part, ça montre qu'il y a une réussite, enfin que vous avez d'ailleurs modéré, puisque vous aviez dit que vous y croyiez pas, puisqu'en disant oui, il faut quand même rappeler que c'est pas parce qu'on porte le voile qu'on veut militer et qu'on veut aller combattre en Syrie contre Bachar el-Assad ou voilà. Donc c'est ça l'amalgame, à mon avis, qu'on cherche à instaurer, c'est de faire croire que qui est musulman et qui manifeste son islam, ou simplement le vit, c'est un petit Mohamed Merah, c'est un petit délinquant de banlieue qui a été salafisé dans les prisons françaises, qui est devenu un gangster, non, une espèce d'illuminé djihadiste qui veut aller faire le djihad en Syrie. Bon. D'ailleurs, je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière où j'avais expliqué que de toute façon, tous ces combattants là, qui partent en Syrie, ce sont des fabrications de l'Occident. Même s'il y a probablement des résidus qui existaient déjà sur ces territoires, on voit que c'est beaucoup d'étrangers. Ce sont des gens qu'on a financés, qu'on a armés, notamment au moment de la Libye, de la guerre en Libye, où même l'OTAN a bombardé
pour leur laisser un couloir directement jusqu'au palais de Kadhafi. Ils ont pris les armes, ils sont devenus riches et aujourd'hui ils représentent une réelle menace. Mais tout ça, c'est dû à l'élite politique française et, je dirais de manière générale, les élites politiques occidentales. Donc si aujourd'hui on peut rendre possible cet amalgame, c'est aussi la responsabilité de nos politiques qui est directement en cause. Voilà, donc moi je peux simplement inviter les gens à s'informer sur ce qu'est l'islam. Moi personnellement j'aime beaucoup écouter les conférences d'une personne qui s'appelle le cheikh Imran Hossein, et qui est un cheikh malaisien et qui nous donne une idée de ce qu'est l'islam traditionnel, où on explique clairement que c'est une religion qui est arrivée pour lutter contre l'oppression. Donc il n'est pas question de forcer les gens à se soumettre à quoi que ce soit, que chacun est libre d'avoir ses opinions en son âme et conscience, et que ce sont des gens qui condamnent très fermement d'ailleurs ce qu'on appelle là, les islamistes intégristes justement en Syrie, ils expliquent bien que, Sheikh Imran Hossein explique bien que ces gens-là, leur djihad, leur soi-disant djihad ne sera pas validé, n'est pas valide, puisqu'ils font en réalité la guerre aux côtés des ennemis, c'est-à-dire en gros de l'Occident, du sionisme. Et donc ils ne militent pas aux côtés des forces qui sont des forces pacifiques en réalité. Donc j'invite vraiment les gens à essayer de voir un petit peu au-delà de ce qu'on appelle la presse mainstream. Merci Maxime. J'ai vu Hugo sourciller et s'interroger. Alors je pense qu'il n'est pas tout à fait du même avis, notamment sur le début de ton intervention. Donc Hugo, tu souhaitais rajouter quelque chose? Pas tout à fait. Là, il y a 3 points sur lesquels je voulais réagir. Déjà sur le fait que cette affaire soit médiatisée. J'ai pas trouvé ça particulièrement médiatisé. Non, on parle d'un article du Nouvel Observateur. Ouais, le Nouvel Observateur qui est pas au meilleur de sa forme, j'ai l'impression. Et non, j'ai pas trouvé ça ailleurs. Donc au niveau de la médiatisation, pardon, ça m'a pas marqué. J'ai même limite dû le chercher l'article pour le trouver. Alors ouais. Bon, alors, vas-y, bon, ensuite, il y avait un point sur lequel je voulais réagir. Il y a un collaborateur qui nous a livré un article de l'Opinion, le journal L'Opinion, c'est un article d'un blog de ce journal. Embarras à l'Élysée, prendre le risque de tuer avec les bombes françaises des djihadistes français en Syrie. Voilà, un article que l'on va mettre sur le Facebook ce soir. C'est un article qui montre en fait tout l'embarras du gouvernement français, dans le sens où il y a de plus en plus de Français justement qui vont faire le djihad en Syrie et en Irak, et donc la situation française serait celle de tuer des ennemis de l'intérieur un petit peu. C'était un peu aussi la question qu'il y avait eu dans les attentats de Boston aux États-Unis, quand il y avait eu ces ennemis de l'intérieur, toujours voilà, ces personnes qui se convertissent à l'islamisme radical, qui se convertissent à l'islam et tombent dans l'islamisme radical, voilà, qui est plus correct, à l'intérieur même de leur pays. Et donc là, c'est un peu, on se convertit en France et on va faire on se convertit où on est musulman et on va faire le djihad à l'étranger. Et donc voilà, la situation française, c'est est-ce qu'on doit bombarder ses propres citoyens à l'étranger. C'est un peu la question que pose cet article, qui est assez intéressant. 3e point sur lequel je voulais réagir, je pense qu'il faut évoquer cette question même brièvement, c'est la question du voile intégral. On parlait de voile, on n'a pas précisé foulard, voile, voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai voyagé l'année dernière, je suis allé en Angleterre et en Australie, et les lois sont complètement différentes vis-à-vis de la tolérance concernant, je disais, le voile intégral. Et donc il y a une grande tolérance vis-à-vis de ça, ce qu'il n'y a pas en France, où la réglementation a changé assez récemment. Et donc moi, je dois dire que ça m'a marqué de voir des gens qui sont complètement, des femmes en l'occurrence, qui sont complètement voilées, donc voilées intégralement. Je ne sais plus le terme en arabe. Si quelqu'un s'en souvient, j'accueille ça avec... C'est pas la niqab ou... Non, de quoi tu parles? Le voile intégral. Ouais, c'est le niqab. Ah, ou la burqa. Ou la burqa. Ah oui, je pense. Non, la burqa, justement, c'est pas intégral. Enfin bref, le voile intégral, pour être tout à fait précis, moi, ça m'a marqué. Je trouve pas que ce soit une chose positive d'avoir un voile à ce point développé, qui cache jusqu'aux joues, et on voit finalement que les yeux. Je trouve ça finalement assez triste. Et je me permets de lier ça à une affaire. C'est passé à Londres, je crois que c'était en décembre. Il y a
quelqu'un qui était soupçonné de terrorisme, qui est rentré dans une mosquée, qui est ressorti tout habillé d'un voile intégral. Et donc, il a échappé de cette manière-là à la police. Et donc, c'est pour vous montrer que, dans le même temps, la France et les États, c'est un argument qu'ils utilisent des fois pour lutter contre le voile intégral. Ils disent que c'est des failles de sécurité. Donc, il faut aussi réfléchir à ça. Et là, j'ai un exemple précis, dans le sens où je ne me rappelle plus du prénom de cet individu et de son identité précise. Mais voilà, c'est-à-dire que ces failles existent bien. Et donc, cette personne qui était dans les fichiers, qui était cherchée et poursuivie, a réussi à échapper en rentrant dans une mosquée. Voilà, il y a toujours des gens infiltrés, hein, comme un peu partout. Je ne vais pas stigmatiser les mosquées, hein. Mais bon, c'est plus facile de trouver un voile intégral dans une mosquée que dans un centre commercial, évidemment. Voilà. Merci. Mais j'entends... Oui. Merci Hugo, merci pour cette première, pour ce premier sujet. Nous allons maintenant passer à notre. Je devais réagir, non ? Tu devais réagir ? Bah ouais, je crois. Alors très rapidement, Maxime. Ah putain, toujours comme rapidement. Mais oui, mais comme tu le sais, nous avons un programme chargé ce soir. Bon, rapidement. Alors déjà il y avait la médiatisation. Alors donc il serait pas extrêmement médiatisé. C'est d'une manière plus générale ce qui touche à l'islam, ce qui touche au voile. En général, ce sont des affaires qui sont... Personnellement, je trouve que c'est toujours... on va mettre en avant plus certains faits divers que d'autres. Voilà. Généralement, ce qui touche à l'islam, c'est très présent dans les médias français. Voilà. Et puis, donc ensuite, par rapport aux djihadistes français qui se retrouvent en Syrie, là, c'est un peu... On noie le poisson, je trouve... en fait, j'ai pas grand-chose à répondre. De dire que on serait embêté maintenant d'avoir des djihadistes français, est-ce qu'on les tue ou pas ? Bon, faites ça. Ou alors, faudrait prendre trop de temps pour répondre parce que déjà, ça donne envie de parler de la peine de mort, qui mérite de mourir, qui mérite pas de mourir. Alors parce que ce sont des Français, du coup, on va pas les tuer, alors que les autres, on peut très bien le faire. Encore une fois, je veux dire, on prend déjà le problème par le bout et pas à l'origine. C'est déjà qu'est-ce qu'on va faire là-bas, pourquoi il y a ce problème-là. C'est-à-dire que c'est quand vous avez un cancer, vous allez avoir tout un tas de symptômes qui vont apparaître, mais au lieu de vous focaliser sur les symptômes, de vous dire pourquoi tiens là j'ai mal à la tête, pourquoi j'ai telle douleur là, essayez de combattre d'abord le cancer. Donc c'est pour ça que sinon vous allez vous épuiser à essayer de traiter les symptômes plutôt que le mal en lui-même. Donc c'est pour ça, on peut décliner l'histoire de 15 000 manières. Moi, ce que je vois, et donc je le dis rapidement parce que je me répète, c'est que ces gens-là, maintenant, on ne peut pas se positionner en disant mince, ce sont nos compatriotes, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est déjà, on n'aurait jamais dû... cette situation n'aurait jamais dû arriver. Si on avait une élite politique qui n'était pas traître, ça ne serait jamais arrivé. Maintenant, on ne va pas noyer le poisson en disant on se retrouve dans une situation où on a les djihadistes français. Alors, comment faire le tri entre les djihadistes français puis les djihadistes ? Puis il y a des Belges aussi, il y a des Anglais. Alors, on fait quoi ? On est quand même officiellement diplomatiquement proche des Anglais, mais ça va faire palabrer pour rien, quoi. Donc bon. Et ensuite le troisième sujet, c'était, ça m'échappe là. Le voile intégral. Ouais. Bon. Notamment l'exemple de Londres. Ouais. Alors déjà c'est pas les mêmes en France et en Angleterre, on n'a pas la même mentalité. En Angleterre, on est beaucoup plus communautaire. Ils regrettent un peu leur... C'est beaucoup plus communautaire qu'en France, c'est un modèle beaucoup plus assimilationniste. Après, c'est des questions de profil, hein, de pays, des mentalités. Il n'y a pas à juger de c'est bien ou c'est pas bien, c'est comme ça. Mais il me semble qu'on est sur des modèles beaucoup plus complémentaires. C'est-à-dire qu'on va avoir en Angleterre, j'y ai vécu aussi pendant un an, j'ai vu que il y a beaucoup de communautés différentes. Alors pareil, c'est toujours l'amicité est très fortement liée aussi au passé colonial de ces pays. Et on voit que ce sont des communautés qui vivent ensemble sans vivre ensemble, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé que effectivement, elles vivent ensemble proches d'un point de vue géographique, sans partager grand-chose. C'est-à-dire que c'est très communautaire. En France, on a une tradition beaucoup plus universaliste,
où on va chercher à intégrer, quoi. Ce qui peut pas être parfois un tort, parce que ça peut être compliqué parfois d'intégrer des populations qui sont différentes. C'est-à-dire, plus la différence est grande, plus ça devient difficile Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup plus de problèmes en France de ce point de vue-là qu'en Angleterre. Donc bon, après, personnellement, je suis d'accord pour dire qu'un voile total, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus gai, de plus joyeux. Que ça puisse poser des problèmes à la police pour identifier les gens. Je me rappelle, j'avais vu aussi Copé nous expliquer que la base de la civilisation, je sais pas quoi, de la société, c'est de voir le visage, le sourire. Enfin, ça faisait vraiment langue de bois, quoi. Enfin, je trouve que c'est un problème dérisoire, quoi, par rapport à... Après, c'est vrai que, personnellement, ça peut me mettre un peu mal à l'aise aussi, c'est vrai, ce voile intégral. En tout cas, ça m'intrigue. J'aimerais bien comprendre pourquoi cette femme vit sa religion comme ça aussi. C'est vrai, juste, je me permets d'ajouter un truc. C'est vrai que on a assez peu de témoignages. Alors, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai pas entendu beaucoup de témoignages de femmes voilées. Voilà, où il y avait une espèce d'enquête sociologique, presque anthropologique, pour échanger avec ces personnes et savoir pourquoi portent le voile et avoir différents peut-être profils aussi sociologiques. Moi c'est un sujet dans sur lequel différents pays. Je me prononce pas trop parce que de ce que je sais, voilà, des érudits de l'islam, c'est pas un sujet qui revient très souvent. C'est-à-dire que le voile n'est pas un sujet qui est crucial. Je pense que là c'est très caractéristique de la France, et je parlais tout à l'heure de l'ignorance crasse un peu des gens, c'est-à-dire qu'on on parle de l'islam tout de suite, les gens pensent au voile, quoi. Or, il me semble que c'est très, très dérisoire, puisque justement, quand on a des érudits de l'islam qui donnent des conférences et puis qui s'adressent un peu à tout le monde, la question du voile n'est pas du tout... Enfin, je veux dire, elle est quasiment jamais abordée. Pour autant, la question des femmes est souvent abordée. C'est-à-dire que les femmes font partie intégrante des sociétés musulmanes traditionnelles. Et le voile n'est pas... C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est des affaires... Moi, j'ai envie de dire manipulation. Là, c'est sur la question du voile. Voilà. Eh bien, merci pour vos avis éclairés sur cette actualité. Nous allons poursuivre sur notre deuxième sujet de ce soir, sujet d'actualité toujours, puisqu'il s'agit effectivement des allocations familiales. Ça fait la une de l'actualité sur certains journaux en ce moment. On en parle, plafonner ou fiscaliser les allocations familiales, le retour d'un vieux projet, nous citait Le Monde. Et effectivement, tout cela nous vient du discours actuel qui vise à dire écoutez, il nous faut de l'argent. Comment est-ce que l'on peut faire? Eh bien, on va conditionner les allocations, on va pas forcément les donner à tout le monde, notamment quand on a plus de 2 enfants, on va voir si on les plafonne à un certain niveau, comment est-ce qu'on va les donner, etc. Bref, c'est un petit peu l'histoire. Maxime nous en parle dans un instant, puisque je sais que tu avais soulevé aussi cette question. Et la question que tu nous as posée finalement derrière tout ça, c'est de savoir est-ce qu'on doit craindre finalement une réduction de tous ces acquis sociaux dans le cadre de cette crise économique dont on nous parle tant, et comment cela peut évoluer. Voici un petit peu le cadre de ce nouveau débat que je vous propose d'avoir ensemble. Peut-être quelques mots, Maxime, pour commencer. Ouais, t'as très bien résumé la chose. Alors après, mais c'est normal, tu es le présentateur, tu te dois d'être un minimum objectif, mais c'est gentil de me prêter cette question comme si je me la posais sincèrement sans avoir... Enfin, disons, j'ai une réponse claire à ce truc. Est-ce que on risque de perdre des acquis sociaux? Oui, évidemment. Et oui, évidemment qu'on perd nos acquis sociaux, que ça fait longtemps et que ça fait en gros depuis les années 70, et que ça va être de pire en pire, mais qu'on peut s'arrêter sur les causes. Et moi, justement, je me disais, j'évoquais cette actualité. En me disant, ce qui serait intéressant presque de faire, ce serait comme une petite rubrique là à la radio, de dire qui pourrait s'intituler la trahison de la semaine, quoi. La trahison de Hollande. Nous aurions une rubrique coup de poignard, quoi. Oui, mais pour qui? C'est nous qui le prenons, le coup de poignard. Enfin, c'est déjà c'est pas compatible avec le socialisme. On peut pas grignoter comme à ce point faire des économies, parce que c'est le truc à la mode, on dit qu'il y a une crise, que finalement c'est une bonne aubaine cette crise quand même, hein, parce que et donc ça fait longtemps qu'elle dure, et que ça fait longtemps qu'on nous explique qu'on a renfloué les banques et que c'est bon. Je me rappelle déjà Sarkozy, en 2008-2009, je sais plus, il avait dit que c'était fini parce qu'on avait renfloué les banques et qu'on avait pris de l'argent public pour le faire. Donc
c'est pas réglé. Il y avait même Christine Lagarde aussi, qui était au FMI, là, qui nous expliquait que c'était fini, qu'il y avait la reprise. Et puis en fait, bah non, il y a toujours des économies à faire. Alors finalement, on sait plus trop ce que c'est que la crise. Ça devient un peu comme la météo. Bon, ça nous tombe dessus, on sait pas trop quels sont les ressorts. Alors bon, bah faut faire avec, hein, ma pauvre dame, c'est comme ça, et voilà. Et donc, bah, en attendant, il y a des choses très concrètes. Là, pour le coup, c'est voilà, le grignotage progressif de tous les acquis sociaux directement issus du CNR, d'après-guerre, et qui faisait une des forces de la France et qui était une des raisons pour lesquelles la France était un pays où il faisait bon vivre, quoi. C'est pour son système social, d'État-providence, et qui est un truc typiquement socialiste, quoi. Et là, on a à la tête de l'État un parti qui s'intitule, c'est son étiquette, c'est le socialiste. Or, il fait tout l'inverse, quoi. On a même Manuel Valls qui va draguer un peu là, l'équivalent du 440 là, un peu en Angleterre, je crois. Enfin, il dit un peu dans toutes les langues, j'aime l'entreprise. Bon. Et c'est une trahison concrète. C'est-à-dire que si les gens étaient un peu moins abrutis par la télé, et si les gens étaient un peu moins abrutis par toute la pollution audiovisuelle et toutes les surstimulations qu'ils subissent, s'ils étaient un peu moins amorphes, normalement, je vous rappelle qu'il y a quand même comment ça s'appelle déjà, un article quoi dans la Constitution qui nous dit qu'on a le droit à l'insurrection lorsqu'on est trahi par nos élites. Et je crois que là, ça fait déjà belle lurette hein, qu'on a des cas de trahison qui sont évidentes, qui sont aveuglantes Enfin, tellement je veux dire, c'est même plus caché, c'est d'une évidence. On veut remettre à plat le système aussi d'allocation des chômeurs dans la même lancée. Donc, il y a fort à parier que le monde de demain, c'est un monde un peu à l'américaine, divisé entre riches et pauvres, et ça valide ce que je dis quand je dis que nous vivons dans une plutocratie et pas dans une démocratie, puisque ce n'est pas le peuple qui décide, ce sont les riches ou ceux qui plaisent aux riches. On voit clairement que ce sont leurs intérêts depuis des décennies qui sont satisfaits. Ce ne sont pas les nôtres, qu'on ne nous explique pas que c'est le peuple français qui demandait à voir ses prestations sociales diminuer. Voilà, je crois que là, c'est évident. Donc je crois que toutes les semaines, on pourrait s'amuser à faire ça, la trahison de la semaine. On peut parler Maxime, je te propose de te saisir de ce dossier. Coca-Cola, qui aurait aussi la copée qui aurait été payée là, par Coca-Cola, j'ai vu ça, là, bon... C'est toutes les semaines, on pourrait s'amuser à faire ça. Peut-être pour le marteler, pour qu'à force les gens... C'était peut-être pour qu'il y ait son nom de marqué Jean-François sur les bouteilles de Coca, non? Peut-être. Je sais pas, c'est trop grand peut-être pour l'étiquette, je sais pas. Mais... Non, c'est-à-dire qu'il faut... Moi, ce que j'aimerais voir, ce sont des gens qui plus éclairés, qui ne considèrent plus cette population-là, ces professionnels de la politique, le mieux à faire, c'est de les ignorer quelque part. Faut pas les prendre au sérieux, parce que ils vous prennent pas au sérieux du tout. Hein. Hugo, une réaction à ce qu'a dit Maxime et peut-être oui, sur à le cette sujet. actualité de manière générale. C'est vrai que Maxime parle de crise comme une aubaine, aubaine pour les élites politiques pour justifier une politique d'austérité. Je suis pas bien sûr qu'il voit ça d'un très bon œil vu la réussite que ça engendre. J'en doute assez sévèrement. Oui, je pense que François Hollande et son gouvernement auraient préféré éviter d'avoir annoncé des mauvaises nouvelles pendant tout le quinquennat. Je pense qu'on préfère, en tant que gouvernant et en tant que gouverné, une période de prospérité de toute manière. Enfin, concernant la revue à la baisse, la suppression des acquis sociaux, je suis assez d'accord avec Maxime, c'est assez déplorable de voir que assez doucement ça grignote à droite, à gauche. Mais il faut, je pense, arrêter justement de grignoter à droite, à gauche de manière ponctuelle, de dire là on va faire ça et puis tac tac tac, on va essayer d'avoir une espèce de cohérence d'ensemble. Je sais que on avait parlé déjà, on a parlé des droits, tout ce qui est droits sociaux et sanitaires, on a parlé des politiques de transport dans cette émission. Tout ce qui est service public, c'est assez compliqué. Qu'est-ce qui est le plus important finalement ? Comment doit se faire la hiérarchie? Est-ce que l'école c'est plus important que la santé? Est-ce que je peux raboter les trains pour le coup, les politiques de transport public, et pour encourager, je sais pas, des politiques sportives? C'est un équilibre. Quel équilibre
on va choisir. Pareil, la culture, oui, c'est un service public. À quel degré? La poste, qu'est-ce qu'on en fait? Tout ça, ça va ensemble. C'est Maxime qui est adepte de la synthèse, de la politique globale, de voir les choses dans leur ensemble. Voilà, pour le coup, et comme de manière, comme généralement, il faut la regarder de manière un peu plus large et savoir quelle ligne on va suivre et s'y tenir. Forcément, il y a un contexte de crise, donc oui, politique d'austérité, entre guillemets, qui a été confirmé d'ailleurs par le remaniement qui a éjecté Montebourg et Benoît Hamon. Tout à fait, et puis... Aurélie Filippetti. Voilà, on oublie Filippetti, à la grande joie de mon père. Parité oblige. Oui, ou surtout parce que... Non, mais évidemment, c'est pas... Elle a décidé qu'elle ne voulait pas continuer dans un gouvernement sans la passion, je ne sais pas trop quoi, quel argument elle avait choisi. Qui ne lui correspondait pas. C'est surtout la gonzesse de Montebourg, donc elle a dû suivre, oui, voilà, elle a dû suivre le mouvement. Visiblement, il y a une histoire de liaison, une de plus dans ce gouvernement. C'est Paris Match qu'on parle, hein. Là, attention, c'est du concret, les enfants. Il y a des sources. Mais en tout cas, c'est pas une grande perte pour la culture, visiblement. Enfin, dernier point que j'aimerais souligner, puisqu'on ne va pas rester 3 millions sur Paris Match. Oui, sur le fait, j'aime l'entreprise. Je comprends pas en fait le problème. Je comprends pas le problème. Enfin, ça sonne vraiment comme un slogan, comme si on n'avait plus rien à faire et qu'on voulait vraiment jeter dans j'aime l'entreprise, quoi. Oui, non, mais en fait, je comprends pas. C'est toute la logique. Non, mais il comprend pas. Non, moi, je comprends pas. Que ça gêne Maxime, en gros, pour le socialiste. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ouais, je comprends pas pourquoi en quoi un socialiste n'aurait pas le droit de soutenir les entreprises. En fait, laisse-moi juste finir. Je comprends bien, mais en fait, je comprends pas trop le... Toujours, on dit, oui, ça, c'est pas du socialisme. Ça... Alors oui, le socialisme, si on veut, on y va de manière très, très stricte, et on va dire, voilà, c'est quoi? C'est des grandes entreprises d'État, et puis rien d'autre. Il n'y a pas de privé derrière. Je pense que, à un moment, il faut revenir à la réalité. Marc pourrait en parler bien mieux que moi, mais voilà, le socialisme, il a un passif aussi. Et voilà, on va pas faire non plus du communisme. Donc j'aime l'entreprise, bien sûr ça peut sonner un peu faux, mais il faut aussi qu'il y ait, on parle de, entre guillemets, pacte de responsabilité, il faut que cela s'enclenche dans les deux sens. Et je vais aller très vite parce qu'il y a eu un monopole, il n'y a pas eu de parité pour le coup. Chacun son temps de parole, Marc. Je ne l'ai pas eu depuis... Je voulais rajouter des trucs sur l'islam. Le tien est arrivé. J'arrive. Tu avais qu'à être là la semaine dernière si tu voulais rajouter des choses sur l'islam. Je reviens, pas de pique s'il te plaît. Alors je reviens sur... Plusieurs points, ça va aller très vite. Quand on dit pas trop vite non plus, il faut que ce soit audible. Quand on dit que la crise est une aubaine, moi je suis assez d'accord avec Maxime, ne serait-ce que elle ne traduit pas la réalité, enfin ça traduit pas vraiment ce que ça veut dire. C'est un petit peu l'espèce de, comme disait Maxime, l'espèce de phrase qu'on va lancer comme ça. Donc oui, c'est la crise, donc on va faire ça. Et puis on synthétise tout simplement ce qui se passe dans le monde avec, alors qu'il y en a qui vont très bien en ce moment. Bien sûr, et puis c'est une manière également. C'est souvent ce que quand on discute avec des gens, genre dis donc j'étais dans un super magasin. C'est la crise. Voilà, c'est la crise, dis donc pour certains. Il n'y a plus personne. Voilà. Mais ce qui est terrible, c'est que pour beaucoup et dont on fait partie, faut être franc, on dit c'est la crise, donc c'est la crise. Allez hop, point final, ça explique ceci, ça explique cela, alors que ça marche en fait comme une espèce d'élément essentialiste. C'est la crise, point. C'est l'élément essentiel de l'explication, sans pour autant expliquer la réalité. Même les entreprises, même les chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est la crise, on va faire comme ça, et ça légitime les suppressions d'emplois en l'occurrence. C'est vrai que ça peut traduire une réalité, mais ça ne traduit pas toutes les réalités qui sont exposées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qui est très gênante, c'est sur les discours. C'est-à-dire qu'on nous a dit pendant des années, il faut renouveler sa population, il faut avoir une projection démographique suffisante pour pouvoir assurer les enfants de la hausse conjoncturelle de la population, ce qu'on dit au baby-boom, mais qui n'est pas un baby-boom. Mais on y dit, faites des enfants. La politique engagée par Mitterrand a commencé sur ses acquis, ça a commencé un petit peu avant, un petit peu sous Giscard, ça a commencé vraiment sous Mitterrand, les acquis sociaux arrivent, c'est socialisme, on fait ci, on fait ça. Donc effectivement, dans les allocations sociales, on peut notamment y comprendre surtout le fait d'avoir des enfants, d'avoir des aides quand on a des enfants, etc. Aujourd'hui, on nous dit finalement, le problème a changé, c'est la crise,
on s'en fiche de ceux qui vont aller en retraite et qu'on va devoir payer, c'est la crise, il faut limiter les allocations. Donc du coup, in fine, empêcher, entre guillemets, revenir au discours antérieur qui était de dire, faites pas trop d'enfants. In fine, je pense que c'est ça. Ensuite, quand on dit... pour moi, quand on dit que les politiques nous disent c'est la crise, voilà, etc., il faudra d'abord qu'ils montrent l'exemple, parce que, alors évidemment, plusieurs personnes l'ont déjà dit, ce que je vais dire, mais ils doivent montrer l'exemple. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne vois pas pourquoi, avec la posture qu'ont aujourd'hui les politiques, il faut arrêter de se dire, oui, alors il faut une voiture telle que comme ça, il faut des costumes, etc. On s'en fout. Pour l'instant, si c'est vraiment la crise... La posture politique républicaine n'a plus rien à voir. Il faut se serrer la ceinture. Il faut. Non, mais ça passe par des éléments comme ça, parce que c'est ce qui forge, à mon avis, les rivalités entre les populations. C'est de dire, finalement, l'élite politique elle roule très bien, va très bien, au rythme, ça s'appelle comme ça. Quand on voit les listings des dépenses des politiciens après. Voilà, et ça en arrive peut-être justement aux solutions d'insurrection, qui peut être une voie possible pour le coup. Donc il faut arrêter, on est dans une société aujourd'hui de la posture et non de fait, et c'est ça qui coince. Et enfin, je terminerai sur, quand vous disiez le socialisme, voilà, j'aime l'entreprise, le discours de Manuel Valls, il y a quelque chose de très que Maxime et Hugo ont révélé, c'est-à-dire, c'est vrai que le socialisme pur, donc la vraie politique, donc l'idéologie, on dira que l'entreprise n'est pas forcément à défendre. C'est plutôt justement ceux qui défendent. Ce sont plutôt ceux qui défendent, entre guillemets, les classes dites laborieuses en partie. Mais aujourd'hui, le socialisme a bien évidemment muté. Et aujourd'hui, il faut entendre ce que Valls se dit. Il parle des entreprises, lesquelles ? Les PME, les grosses entreprises multinationales, ils parlent de quoi ? Il faut le savoir aussi. Alors, je sais, Nicolas, que tu vas me rappeler qu'il y a majoritairement des PME en France, c'est vrai. Mais alors, il faut aussi faire la distinction entre ces différentes entreprises. Mais en réalité, ce que je viens de dire, on s'en fout totalement, parce que aujourd'hui, on est dans un marché économique et boursier qui est sur de la projection. C'est-à-dire que ce sont les discours qui font les projections des bourses. Et du coup, c'est en donnant des phrases chocs qui n'ont pas grand sens. J'aime l'entreprise, on dirait un peu une pub pour Carglass. Enfin, c'est vrai, non, mais pour le coup, c'est vrai. J'aime ma banque. Voilà, j'aime ma banque, voilà, exactement. Ce sont les discours qui engagent justement ces logiques de projection que sont aujourd'hui les logiques totalement boursière. Donc marché de la perception et marché des statistiques font le discours qui a été développé par Manuel Valls, qui n'a pas grand sens, et moi je soutiens ce que je dis. Voilà. Non, c'est Hugo. juste, je pense, moi, alors tu parleras après, j'ai juste une phrase à dire. C'est ça, oui. Mais oui, je suis pas comme toi. Non, juste pour dire que, comme l'a suivi Marc, voilà, j'aime l'entreprise, c'est un slogan, mais on en a déjà parlé dans cette émission, c'est la politique communication, il faut que la phrase ressorte, qu'elle ressorte avec plus ou moins d'éclat. En l'occurrence, on en parle, donc c'est que la phrase, on l'a bien retenue. C'est, la plus connue, c'était gagner plus, travailler plus pour gagner plus, qui n'était pas ça d'ailleurs à la base, c'était gagner davantage travailler davantage pour gagner plus, mais qui sonne moins bien. Donc on l'a transformé un peu, les journalistes aussi l'ont retravaillé à leur manière, et donc ça fait travailler plus pour gagner plus, je vais y arriver. C'est une phrase que l'on retient facilement. Donc là, j'aime l'entreprise. Le but, c'est pas qu'on la retienne. Le but, c'est que ça plaise au marché financier. Oui, c'est ça en fait. Oui, non, mais je veux dire, c'est une phrase aussi qui, dans la population... Tu vois sous l'angle la communication, voilà, genre pour que ça soit le plus petit dénominateur commun, les gens ils entendent « j'ai compris tout de suite ». Voilà. Mais ce que Marc disait, c'est que... Attends, on termine avec Hugo, après tu pourras répondre, Maxime. Non, mais voilà, c'est une phrase qu'on va pouvoir limite retrouver sur une affiche. C'est comme un slogan. Presque un slogan de campagne. Oui, c'est du marketing. Le Yes We Can, la France Forte, le j'aime l'entreprise. C'est dire la considération qui nous porte et l'intelligence qu'ils nous prêtent, mais bon, ils ont raison puisque ça marche. Mais ouais, dans ce que disait Marc, c'est autre chose. C'est que, en fait, aujourd'hui, c'est dans une économie tellement folle, tellement dématérialisée et qui consiste simplement l'écriture scriptuaire, enfin, je veux dire, l'écriture numérique. Scripturale. Oui, scripturale, pardon. En gros, il suffit simplement de faire un effet d'annonce et que une seule déclaration peut permettre de faire bondir des actions. C'est ça que tu voulais dire ? C'est ça. C'est que en fait, on est dans une économie tellement folle qu'il suffit de dire un truc pour que la valeur d'une action puisse doubler ou tripler, alors qu'il n'y a pas plus de production dans l'entreprise ou ce genre de choses. Bon, c'est pour effectivement dénoncer le caractère un peu fou mais de ceux qui dirigent réellement, quoi. Et donc... Oui, aussi, autre argument là, qui est bon là, par rapport à la démographie, là, ce que disait Marc, c'est que effectivement,
vous pouvez pas d'un côté... parce que ce qui risque de se passer demain, c'est qu'on vous dira mais on peut plus vous payer tel médicament, on peut pas vous rembourser votre truc de médecin, on Vous peut payez pas vos retraites. Voilà, et on peut pas vous payer vos retraites. Bah oui, parce qu'il y a un problème de population. Sauf que ce problème aura été créé peut-être en ce moment. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous expliquez aux Français que si plus ils font, enfin, qu'ils auront moins d'avantages en faisant des enfants, ils auront moins d'allocations, il va y avoir un effet obligatoire, c'est qu'ils risquent d'avoir une baisse du taux de natalité. Mais s'il y a s'il y a un taux de natalité qui baisse, ça va provoquer un vieillissement de la population. Donc plus de gens à la retraite pour moins de gens qui travaillent. Ça fait qu'il va y avoir un problème au niveau du paiement, du financement des retraites. Et c'est probablement un problème qui sera géré donc dans des années, et les gens auront perdu la mémoire, et ça sera des gens qui seront là à notre place et qui parleront en disant « Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour le problème des retraites ?» Oui, mais ce problème a été créé déjà à l'avance. Et c'est ça, en fait... Déjà, même les problèmes qu'on affronte aujourd'hui sont issus de ce même genre de rhétorique, de mécanisme, quoi. C'est issu de ce genre-là. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, l'argument contre ça serait déjà, on pourrait dire, oui, mais on fait comment pour le paiement des retraites ? Moi, je mets ma main coupée qu'il n'y en a pas un de nous qui touchera sa retraite ici. Hein. Moi, j'organise ma vie en me disant, je ne toucherai pas ma retraite. Je m'attends à ne pas toucher ma retraite. Et ça, bon, ça paraît de plus en plus cohérent. Et je veux, du coup, revenir à truc d'Hugo au début. Sur le socialisme, j'aime l'entreprise et que tu comprendras pourquoi c'est un problème. Je ne suis pas anti-entreprise radicale, mais c'est bien, ça me permet d'approfondir un peu mon propos, ta réaction. C'est sûr, moi j'aime l'entreprise. Hein. Personnellement, j'aime l'entreprise, j'aime le travail, mais de quelle entreprise on parle et de quel travail on parle ? Quand Manuel Valls dit j'aime l'entreprise, il est devant des spectateurs qui c'est pas le petit commerçant du quartier. Hein. Pourtant, le petit commerçant de quartier, il a bien une entreprise. Là, il est face je parlais tout à l'heure de l'équivalent du 440 anglais. Ces gens-là, pour moi, c'est de l'anti-entreprise. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il peut y avoir un paradoxe, c'est que la grande entreprise peut être anti-entreprise dans le sens où elle va détruire un tissu entrepreneurial au niveau local, par exemple. Tiens, on touche à des sujets locaux, Nico. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, la grande distribution, c'est une entreprise. Oui, mais ça tue le petit commerce. Donc ça peut être d'une certaine manière vu comme anti-entreprise. Les entreprises du CAC 40, par leurs moyens colossaux, peuvent se permettre de racheter qui elles veulent, etc., de mettre des pressions et tout, de peser sur les prix parce qu'elles ont des économies d'échelle, elles peuvent acheter en plus grande quantité, donc au niveau unitaire, ça coûte moins cher. Elles peuvent faire pression sur d'autres entreprises, et donc elles tuent finalement. Et il ne reste, et c'est le monde dans lequel on est et qui va être de plus en plus comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fin 3 entreprises dans le monde, quoi. Ça sera un conseil comment on appelle ça, d'administration qui sera composé d'une 50aine de personnes, point, c'est tout. Et plus personne ne pourra rien faire parce qu'il ne pourra pas faire face, si tu veux, à cette concurrence déloyale. Et ceci est dû au mondialisme. Si on cherche la cause des causes, c'est ça, c'est le mondialisme. C'est pour ça que le nationalisme apparaît comme une réponse, à mon avis, fiable pour lutter contre ce genre de choses. Parce que vous rétablissez le principe de la frontière. Merci. Rappelons sur le sujet des allocations familiales que ces allocations n'ont déjà pas été revalorisées depuis plusieurs années, ce qui en fait que de fait avec l'inflation, etc., elles ont finalement baissé ces allocations, donc elles sont déjà dans cette ligne. Et rappelons effectivement, vous l'avez vous-même dit, que ces politiques, pas la politique en tant qu'allocation familiale, mais les politiques qui visent à réduire les déficits sont à chaque fois des petites politiques. On pense à l'écotaxe qui est encore décriée en ce moment. On pense là à celle-ci. On pense au non-remboursement des médicaments, à moins les rembourser, à certains qu'on ne rembourse plus, etc., etc. Donc, toutes des politiques qui sont en train de se mettre en place. Et Maxime soulève peut-être quelque chose d'intéressant. Ce sera de voir. Malheureusement, il sera trop tard si c'est dans le côté négatif. Tout l'intérêt sera de voir si ces politiques auront été néfastes pour l'avancée du pays ou si, au contraire, elles auront permis, effectivement, par une petite efficacité moindre, de résorber parfois certains déficits et d'avancer. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, depuis 2007... je dis 2007 depuis Nicolas Sarkozy, mais bon, voilà, et puis depuis la crise qui est arrivée à peu près en même temps que lui, qu'effectivement, on fait des politiques qui sont en plus à chaque fois revues par les autres, des politiques qui sont des petites politiques ou des grandes politiques en fonction de comment elles sont annoncées,
Et voilà, dont on attend toujours des résultats. Il y a plein, voilà, on est dans une société de communication où tout avance tellement vite. Aujourd'hui, si vous ne faites pas une annonce une fois par semaine, quand vous êtes ministre, on dit que vous êtes invisible comme ministre. Donc il n'y a pas d'impact visible, donc il n'y a rien, etc. Et voilà. Et donc je pense effectivement, si je reprends un peu vos propos, que voilà, la multiplication de toutes ces politiques qui visent à sortir de la crise, finalement on n'en sort pas. Je pense notamment à toutes les politiques qui ont été lancées sur la question du chômage. Et depuis 2012, depuis peut-être même avant, le chômage ne cesse quasiment d'avancer. Et de toute façon, s'il n'avance pas sur l'ensemble, il avance sur des catégories. Et il n'y a pas de chiffres pour le moment qui semblent effectivement donner un point de vue positif. Oui, effectivement, qui ne sont pas bons, mais qui ne semblent pas augurer de bonnes choses. Et c'est ça qui mine le moral des gens également. Hugo souhaitait réagir. Oui, il y avait une chose qui me venait à l'esprit, c'était à propos des allocs. La plupart du temps, quand on en parle, bon, pas là en l'occurrence, mais on dit oui souvent, c'est les familles d'immigrés, elles profitent des allocs, elles viennent faire des enfants en France et elles prennent les allocs. Et là, justement, la situation elle s'inverse un petit peu et c'est peut-être une partie de cette frange-là qui va critiquer l'immigration, qui prend la rue et voilà, va se battre pour le statu quo finalement pour que ces droits perdurent. Je pense qu'il faut aussi, même si on ne va pas jusqu'à revenir sur des acquis sociaux, réfléchir à la manière dont ça marche. Moi, j'avoue que les allocations familiales, je ne connais pas grand-chose, je ne suis pas confronté, je ne suis pas père, donc ça me concerne pas directement, on va dire. Tu nous aurais annoncé le contraire ce soir, ça Pas nous aurait maintenant, étonné quand même. Voilà, ça va me concerner, mais ça te concerne directement. Et ça m'a concerné. Justement, parce que tu es en face, tu aurais déjà eu des enfants. Tu serais pas concerné, mais enfin, je veux dire, Si. Si tu tu as des enfants, mais qui sont en âge, par exemple, nos parents, tu vois, sont plus concernés. Évidemment. Mais toi, tu es directement concerné. Évidemment. Mais ça permet aussi ce genre de polémique de voir un peu comment ça marche. Et moi, j'ai vu par exemple que on avait un système universel d'allocation familiale, c'est-à-dire que on donnait la même chose à tout le monde. Est-ce que c'est équitable ? Oui, c'est équitable. Mais est-ce que c'est juste ? Non. Alors attention, il faut faire un petit point de sociologie. C'est égal. Voilà, c'est égal, mais c'est pas forcément égalitaire. Tout le monde reçoit la même somme, mais ce n'est pas un système équitable, autant que l'équité en fait corrige les inégalités qu'il y a dans l'égalité. Excuse-moi, voilà, tout à fait, c'est ça que je voulais dire. C'est injuste finalement. Je peux dire ça. Mais tu dis ce que tu veux de toute façon. Non, injuste là, on bascule sur un truc moral. Ah bah oui, mais moi on peut pas dire injuste. Hugo peut trouver ça injuste. Illégitime. Mais je suis pas sûr que c'était ce qu'il voulait dire. Si, je veux dire en somme que ça peut être considéré comme injuste. Bon. Illégitime. Ce que tu m'avais dit, ce n'est pas inéquitable. Égal. Non. Ce n'est pas équitable. C'est égal, c'est pas équitable. Voilà, ce n'est pas équitable en tout cas, et pour moi, ce n'est pas juste. Je sais pas si certaines familles ont besoin vraiment de cette aide, et surtout à ce degré. D'autant que c'était un chiffre que je donnais à Marc tout à l'heure. Il y a une aide en fait pour le premier enfant, pour l'accueil du premier enfant. Tout à fait. Et on s'aperçoit que les 10% les plus riches, ils reçoivent 100 millions. Non, les 20% les plus riches reçoivent 100 millions. Ou les 10 ou les 20%, peu importe. Ils reçoivent 100 millions pour cet accueil. Et les 10% les plus... Non, les 10% les plus riches reçoivent 100 millions, je vais y arriver. Et les 10% les plus riches reçoivent 1 milliard. Pauvres ou... Non, t'as dit 2 fois. Alors là, il y a 2 fois les 10% les plus riches. Je vais reprendre. Les 10% les plus pauvres, ils touchent 100 millions d'euros. 120 millions d'euros, exactement. Oui. Les 10% les plus riches, les plus aisés, voilà, ils reçoivent un peu plus d'1 milliard d'euros. Pourquoi ? Parce que, notamment, ils privilégient la garde à domicile par rapport à la crèche. Donc ça coûte plus cher. Donc c'est l'État qui va financer la garde à domicile. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que... logiquement, on ne devrait pas tous envoyer nos enfants à la crèche, par exemple. Non, mais t'es de bonne foi. Je veux dire, l'argument est juste et tout, mais c'est-à-dire que... Non, mais qu'est-ce que t'en penses, par exemple ? Non, mais ce que tu dis est juste. C'est sûr que... Est-ce que tu vois, c'est une espèce de situation de confort. On paye pour ton confort. Mais ce qu'il y a, c'est que... C'est un peu... Je trouve ça un peu malsain. C'est que, justement, là, dans leur perversité, ils utilisent cet argument pour convaincre.
Non, mais alors ça il le disait pas, ça c'est pas un argument du Non, mais gouvernement. non, mais Moi, ce que je te dis, c'est que non, mais ici, ils disent que que ça sera justement pour plus d'égalité, que c'est pas juste, que finalement, enfin, que ça serait plus juste qu'on touche une allocation en fonction de ses revenus, qu'il y en Voilà. a qui en ont pas besoin, ça, et donc voilà, c'est ça, ça c'est l'argument. non, ça c'est le débat qui est en train d'être mené entre les parlementaires du Parti socialiste et le gouvernement. Et ils sont pas tout à fait d'accord. Il y a une dissension. Oui. Le gouvernement a On visiblement. prend les paris maintenant ou pas? Non, mais après, de toute façon, normalement, c'est le Parlement qui a le dernier mot. Parce que donc. le débat, bon, c'est bien, mais je veux dire, c'est Justement, sur la modulation, est-ce que ça peut être modulable et est-ce que on peut basculer vers un système qui ne serait plus universel? Je voudrais rajouter quelques chiffres et après Maxime pourra réagir car j'ai vu qu'il souhaitait réagir. Je l'ai lu dans ton œil, Maxime. Oui. En 2014, ce sont les chiffres du Monde. Toute famille a droit à 129,35 € par mois à partir de 2 enfants, 295,05 € pour 3, 460,77 € pour 4 enfants et plus 165,72 € pour chaque enfant supplémentaire. C'est donc une politique qui, par la redistribution des sommes, effectivement, incite à faire des enfants, et notamment, en l'occurrence, on va dire... à faire plusieurs enfants, à faire 2 enfants par famille, notamment, et qui, par son principe universel, ne tient absolument pas compte des revenus des gens directement, en tout cas, c'est-à-dire que cette somme est la même pour tous, au même titre qu'on est remboursé par les médicaments, des médicaments comme cela. manière. Maxime. Bah, c'est sûr que on pourrait se dire, il y en a qui ont moins besoin d'être remboursés que d'autres. Mais alors dans ce cas-là, qu'on donne plus aux pauvres alors. C'est-à-dire qu'on se comprend aux riches, on va leur donner aux pauvres. À ce moment-là, moi c'est ça qui pourrait me laisser, je pourrais me laisser convaincre de ça, par exemple. Sauf que là, c'est simplement de l'argent qui part à destination des Français qu'on retire. Point. On retire de l'argent. On retire des acquis sociaux. C'est ça le principe pour moi qui est majeur et qu'il faut prendre en compte. Et que généralement, ce type de mesure, c'est une mesure qui arrive, mais il y en a d'autres qui arrivent derrière. Sauf qu'ils sont adeptes du truc coup après coup, ils font pas tout d'un bloc pour pas que ça se crispe un peu trop, donc ils y vont en douceur. Mais au final, ils vous la glissent quand même. Donc c'est... Encore si on disait, en ce moment il y a beaucoup de pauvres, les pauvres ont du mal à joindre les deux bouts, et puis il y a beaucoup de riches, parce que c'est vrai en plus, il y a de plus en plus de super riches et il y a de plus en plus de pauvres. Alors on pourrait se dire, les super riches, ils n'ont pas besoin d'allocation, là, des 129 €, je sais pas quoi, c'est dérisoire de leurs revenus. Et on leur prend à eux et puis on va leur redonner à ceux qui en ont plus besoin. Comme ça, on garde. Mais le sujet, c'est pas l'égalité, c'est pas ça. Ça, c'est le prétexte, comme je disais. Le truc, c'est faire des coupes budgétaires, c'est gagner, récupérer de l'argent. Mais ça, c'est malhonnête. L'impact ne sera pas le même. Mais ça, c'est malhonnête. C'est malhonnête et c'est hypocrite parce que si on voulait récupérer des revenus, si la France manque de revenus, qu'elle a trop de dépenses, qu'il faut rééquilibrer le bilan de la France, commençons par les paradis fiscaux. Commençons par faire payer aux grandes entreprises plus d'impôts qu'elles ne payent déjà, puisqu'elles ne payent même pas les mêmes impôts qu'une petite entreprise française. Les entreprises du CAC 40, je crois qu'elles payent même pas 10% d'impôts, de charges, là, tandis que les autres, c'est 30 à 40%. Donc, si on veut gagner de l'argent, mais qu'on commence par là, si on est à cheval sur la justice, qu'on commence par ça. C'est hypocrite de prendre d'abord dans les... ça montre, je veux dire, l'hypocrisie. C'est pour ça qu'il faut se méfier, il faut toujours être méfiant. Et même si on peut nous donner... Parce qu'on trouvera toujours un argument. En université, on sait de quoi on parle, on fait des dissertations, on fait certes, mais... C'est-à-dire qu'on va dire un truc, puis son contraire après. On sait que finalement, on peut dire tout et n'importe quoi. Donc on trouvera toujours un argument en faveur du diable, je veux dire. Mais c'est pour ça, d'où l'analyse que la synthèse est importante pour... je dirais pour voir le truc sous toutes ses coutures. Merci. Je voudrais rajouter quelques éléments. Rappelons que la politique familiale est une politique financée par le patronat, en fait, par les charges patronales. Et donc, que quand on parle de redistribution, en l'occurrence, ce ne sont pas directement les plus riches qui donnent aux pauvres, etc. Dans un système redistributif, c'est comme ça parfois que ça se passe. C'est-à-dire, plus vous cotisez, plus vous avez un salaire important, comme c'est un pourcentage qui s'y applique, plus vous seriez susceptible de pouvoir être mécontent de recevoir moins. J'entends, pour illustrer ce que je dis, que quelqu'un de riche pourrait se dire pourquoi mes médicaments sont remboursés à la même hauteur que ceux qui sont pauvres alors que je donne plus. Là, ce n'est pas le cas pour cette politique-là. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, certains disent, et notamment certains analystes économiques, disent pourquoi s'attaquer à cette
cette approche de la sécurité sociale qui est la politique familiale, alors que finalement c'est celle qui a le moins de problèmes actuellement. Elle n'est pas particulièrement en déficit, elle va même plutôt bien. D'ailleurs, ce serait mieux si elle ne finançait pas. Enfin, d'ailleurs, elle finance plus que ce qu'elle devrait financer théoriquement, etc., etc. Donc, pour rajouter un petit peu sur cette politique donc sociale. Nous allons maintenant passer au dernier sujet, enfin avant-dernier sujet. Hugo nous parlera d'une initiative à la fin de cette émission, je vous le rappelle. Avant-dernier sujet et débat de cette émission, nous allons parler de Kémy Séba. Alors Marc, je te pose directement la question sans autre introduction. Qui est Kémy Séba ? Et alors, pour aller très très vite, parce qu'on est pressé. Prenons le temps de débattre quand même. Oui, on va Fixons-nous 20 minutes sur ce sujet. C'est une figure emblématique, devenue emblématique aujourd'hui du panafricanisme. Panafricanisme, c'est quelque chose qui est déjà plus ancien, mais une figure actuelle du panafricanisme. Il a écrit notamment qu'est-ce que le panafricanisme ? La logique justement de retour des Africains à leur source, à leur sol originel, on va dire, donc que serait l'Afrique. Oui, ça va plus loin que ça, mais bon, je peux pas, ça va être trop long si je commence à tout résumer. Oui, comme on parlait de pangermanisme en Europe, c'est le fait d'avoir une seule entité finalement qui serait africaine et non panafricaine. Panafricaine, et justement. Non plus un ensemble de 51 États. Voilà, donc c'est ça la logique et le but du panafricanisme, ça serait justement que tous les Africains d'Afrique ou d'ailleurs se rejoignent au sein d'une entité qui devrait non pas des associations de sociétés africaines, mais une société africaine entière et plénière. C'est une figure, donc c'est l'auteur notamment de l'ouvrage Supranégritude. La grande thèse de Kémy Séba, c'est une figure que je trouve intéressante, qui est de dire c'est absolument incorrect de parler aujourd'hui de nations africaines, de pays d'Afrique. Les 51 États, pour lui, sont, et c'est vrai, des constructions coloniales, datant de la conférence de Berlin qui a duré un peu plus d'un an, des phases de décolonisation, ensuite de la création d'un État. Je rappelle d'ailleurs les paroles de Félix Houphouët-Boigny, le président ivoirien, qui disait dans les années 60, donc dès les premiers jours de l'indépendance, qui disait nous avons hérité de la France non pas une nation, mais un État, et la nation est une construction de longue haleine. C'est tout le problème aujourd'hui de l'Afrique. Est-ce qu'on peut parler de nation ? Est-ce qu'on peut parler d'État ? État au sens du droit, oui, puisque c'est inscrit constitutionnellement. Dans les pratiques, donc de facto, c'est pas forcément réellement le cas. Et Kémy Séba dit arrêtez de vous opposer, arrêtez les Africains eux-mêmes, faut arrêter de s'opposer, puisque on est Africain avant d'être nationalement identifié. Donc, c'est totalement bête pour lui, par exemple, de distinguer le Congo-Kinshasa de l'Ouest du Congo-Brazzaville, donc la République démocratique du Congo. On a vu des affaires où des réfugiés s'étaient opposés, où la RDC avait exclu les Congolais du Congo-Kinshasa. Ça avait fait un grand tollé. Et Kémy Séba a dit, c'est n'importe quoi, vous êtes des Africains, soutenez-vous contre les forces occidentales qui, en fait, imposent, in fine, la domination. La domination sur toutes ses formes, c'est le grand discours. Et ça rejoint, et là j'introduis donc le sujet et je laisse à débattre après. Il faudrait se demander si aujourd'hui les nations africaines ont un sens. On sait beaucoup, les premiers jours de l'indépendance et même des années 60 à 90 qui ont été marqués par les partis uniques en Afrique ont laissé place à ce questionnement-là sur les nations. Est-ce qu'il existe une nation ? Et Félix Houphouët-Boigny le disait bien d'ailleurs. On a un État, mais on n'a pas de nation. Comment se construit la nation ? Pour Weber, il dira que c'est une construction avant tout symbolique, avant tout métaphysique, quelque chose qui est créé de toutes parts. Et Kémy Séba dit non. Non, c'est pas une question qui vient d'ailleurs, c'est historiquement concret, mais la mémoire joue un grand rôle là-dedans. Et c'est le grand paradoxe aujourd'hui des nations africaines qui sont balancées entre une histoire qui est souvent, utilisée à des fins politiques. George Orwell disait qui commande le passé commande l'avenir. Et aujourd'hui, on est dans cette recherche-là, dans des crises qui sont multiformes, qui sont pléthoriques. Alors bon, là, on a le Mali, la Centrafrique, mais on aurait pu citer le Congo-Brazzaville, on aurait pu citer la Côte d'Ivoire, on peut citer un tas d'exemples. Et c'est la grande question aujourd'hui des religions conflictuelles en Afrique. Est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'on peut créer un État panafricain, entre guillemets, on pourrait dire ça comme ça ne sera pas vraiment la forme d'un État, mais est-ce qu'on peut créer ça et comment le construire ? Et là, l'histoire
et la mémoire vont rentrer en collusion? Est-ce qu'on peut créer une histoire commune, apaisée, ou est-ce que les mémoires déchirées des peuples reprendront le dessus? J'ai lu un article très récent sur justement cette question-là, qui est la question de savoir si une ethnie, c'est une nation. Est-ce qu'une ethnie est une nation au sens propre du terme? 1500 ethnies en Afrique, ça équivaudrait à peu près 1500 États si on réfléchit, on fait un peu de mathématiques. Est-ce que ça peut fonctionner? Et justement, lui dit non, il faut les États-Unis, je sais plus, enfin en gros, les États-Unis ethniques, entre guillemets, nations d'Afrique. En gros, ça va un peu très loin dans la profondeur de ce truc. Donc voilà, Kémy Séba défend cette vision-là, défend ce retour des Africains sur leur terre, et en plus il questionne la réalité selon laquelle il existe ou non des nations en Afrique. Et on peut en débattre ici, le temps qui... Voilà. Très rapidement, ça aurait demandé une émission, mais c'est pas grave. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet, Exactement. Marc, n'est-ce pas? Alors je sais pas si j'ai éclairé mes compatriotes, je sais que Maxime le connaît, donc... Je crois savoir que Hugo a peut-être des avis un petit peu différents, non? Alors moi, c'est surtout sur le personnage de Kémy Séba. De Kémy Séba, voilà, en particulier. Sur sa vision panafricaniste, j'en sais pas beaucoup plus. J'avoue que sur cette question, je suis assez incompétent. Moi, c'est surtout sur le personnage. En fait, mais là, la chose... questionne. Mais déjà, il faut les idées là pour l'instant. Oui, mais c'est important le personnage, je veux dire, sur le personnage. Le personnage, c'est pas seulement l'individu, comment il se comporte, c'est aussi son parcours. C'est que j'ai l'impression, c'est une personne, c'est un leader, c'est un meneur qui suit une quête. En fait, il se cherche personnellement. Il y a une espèce de quête identitaire, mais dans le même temps, c'est un leader, donc il va amener les gens à le suivre dans sa quête. Donc, du coup, il a un parcours il est passé par Nation of Islam, c'était l'ancien groupe de Malcolm X. Il a créé la tribu K. Donc là, ça suit une religion, une espèce de mysticisme ancien de l'Égypte sur les Kémites. Le kémitisme. Voilà, le kémitisme, exactement. Voilà, donc il revient là-dessus, sur la Grande Égypte. Et aujourd'hui, il arrive à ce qu'il appelle la supranégritude et plus récemment encore au panafricanisme. Et moi, je trouve que c'est assez ambigu tout ça. Dans le sens, il se cherche, il ne sait pas trop où il va, et en même temps, il a une espèce de violence en lui, moi, que je ressens personnellement, c'est que je trouve assez communautaire dans ses positions. Ah, mais je le revendique. J'ai regardé, j'ai pas... Alors, je vais jouer carte sur table, bien sûr, j'ai pas eu le temps de lire ses livres, mais j'ai regardé des conférences, j'ai lu des déclarations de lui, de sa femme également. Et voilà, c'est un personnage qui est communautaire, qui est excluant vis-à-vis des Blancs. Il dit en somme, chacun chez soi. Il y a une manipulation des Occidentaux, des Caucasiens, sur les Noirs, une exploitation. Il est très dans la vision post-coloniale. En somme, si je le regarde, s'il me regarde, je suis un colonialiste, toujours, je suis le colon. Et moi, c'est... Alors, j'ai regardé notamment sa conférence qu'il donnait l'année dernière. J'ai pas pu regarder, il en a fait une nouvelle, j'ai pas trouvé. La conférence qu'il a donnée l'année dernière à la Main d'Or, là, en 2013. Et là, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est qu'il te dit, le blanc, c'est un colon. Alors, je suis blanc, je suis caucasien, donc je suis un colon. Mais moi, j'ai rien fait pour toi. C'est pas moi qui c'est pas moi qui ai mis les chaînes à tes ancêtres. Et donc, toi, tu penses que moi, je t'ai mis les chaînes à toi. Non, on peut toujours aussi parler des négriers qui faisaient justement le commerce des Noirs. On peut toujours. Oui, en plus, il y a énormément de choses à relativiser sur la traite négrière. Se rappeler les travaux d'Olivier Pétré de Grenouillot, voilà, exactement, qui montraient que la traite blanche, voilà, c'était finalement la moins grande. Quantitativement la moins importante. Voilà, et la traite arabo-musulmane la plus importante avec peut-être 17 millions. Oui, c'est ça. Je crois que jusqu'à 17 millions de personnes traitées, 14 à 17 millions si ma mémoire est bonne. Bref, moi ça me gêne ce qu'il dit là. C'est que le mec te dit, en gros, suprématisme blanc contre suprématisme noir.
chacun de son côté. Je vais Moi- juste moi, ça me préciser, dérange, c'est avant que comme- Maxime interagisse quand Et même. juste, voilà. Ça va, je précise juste quelque chose. Séba s'insurge de plus en plus en disant, je le cite d'ailleurs, il dit il faut arrêter de se plaindre ou de faire de la pleurniche parce qu'on sera toujours les prostituées de l'humanité sinon. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Je suis Mais- le paillasson de l'humanité. je Oui, mais même dit prostituée, je crois. Ouais, un truc ouais, comme il ça. dit ça, Mais la ça- salope, ça- la salope. il dit. Ouais, bon, peut-être. Mais on peut trouver des Enfin, synonymes. bref. Hein. Je crois que c'est pas pareil. C'est te dire qu'il est Exactement. distingué. Mais il a raison quand il dit que quand on force, on n'obtient jamais quelque chose de naturel. On peut pas avoir à force de, enfin, les aides internationales, oui, entre guillemets, c'est un peu ça, c'est ce qu'il dit, c'est on va faire de la pleurniche sur la traite des Noirs, c'est ça qu'il dit, hein. On va toucher les aides, faut arrêter de faire les prostituées et de s'affirmer un peu. Et il prend l'exemple des Chinois en disant, ouais, les Chinois, bah, ils ont souffert et ils sont pas en train de réclamer des aides, etc. Et nous, on est là-dedans, donc on joue le rôle de prostituée de l'humanité en quémandant des aides, etc., etc. Et évidemment, quand on voit, c'est ce qui est pertinent, c'est quand on voit les conséquences qu'ont eu les phases de pluripartisme ou d'autres sur les structures, on voit très bien que c'est pas naturel. Et quand c'est pas naturel, ça peut pas fonctionner. Il faut une culture préalable, et cette culture préalable, c'est pas une critique, mais les Africains l'ont pas majoritairement. Ils sont pas tous comme les élites politiques post-indépendance, ayant fait leurs élites en France ou Leurs études, tu veux dire. leurs études, pardon, excuse-moi, leurs études en France, et ayant eu cette vision-là, tout en gardant le côté sacré de la politique. C'est ça la grande ambivalence. On pourrait se demander si les États aujourd'hui ne seraient pas des grandes chefferies, en fait, en somme, dans la répartition, dans la sacralisation du pouvoir, et on retrouve ça. Et pourquoi ne pas exalter, justement, ces différences-là au sein de quelque chose qui, selon Kémy Séba, serait plus juste, soit les États-Unis ethniques, nations d'Afrique, ou de l'autre côté le panafricanisme, tout simplement, parce que l'histoire d'un peuple ouvert, sans frontières, parce que quand on a eu les frontières après la colonisation, pour eux c'était un non-sens, il y avait des zones tampons entre différentes ethnies, là on séparait des ethnies entre elles. Oui, il y a non, quand mais- même toute une histoire Bon, après, d'adaptation à avoir quand on travaille Je là-dessus. pense sur la découpe de la conférence de Berlin, personne n'ira dire que c'était une bonne idée. Bah, Il y en a, je suis vois pas, René, comment il s'appelle, René Pourtier, Roland Pourtier, qui soutiendra que finalement, étant donné que les frontières africaines ont moins bougé que celles françaises, ça veut dire que c'est plutôt bien. Je le traduis texto. Enfin, je l'ai lu il y a pas longtemps, donc c'est pour ça. Vous voyez, toute cette incompétence, quand on voit ça, on se dit, bah oui, évidemment, ça n'a pas changé, parce que si aujourd'hui le pouvoir fait changer les frontières, il perd le pouvoir. Donc, faut arrêter là. Là, pour le coup, c'est n'importe oui, quoi. bon, lui, il est très pragmatique du coup dans son analyse. Mais bon, pour en revenir juste un mot, donc oui, je finis ce que je commençais à dire. Kémy Séba, bah, finalement, en disant ça, oui, bah, je lui donnerais forcément raison. Il a bien raison de dire que les frontières ont été mal tracées, que c'est injuste, que ce n'est basé sur rien, que voilà, il y a un découpage qui est totalement arbitraire, totalement intéressé de la part des Européens, mais ça, bon, malheureusement, on le sait. Les solutions à trouver, Il n'y a pas de solution, c'est pas des mathématiques. non, voilà, mais te dire, trouver, bah, faut bien. Il y a des voies. Voilà, des voies à suivre, peut-être, peu importe le vocabulaire. Je suis pas sûr que le panafricanisme, j'ai du mal à. C'est une voie, c'est pas une solution. C'est ça justement. J'ai du mal à voir ça comme ce qui va pouvoir offrir un meilleur avenir. Ah à oui, non, l'Afrique. mais voilà, c'est ça que je veux il dire. faut- Bon, pour rentrer dans ton En tout cas, vocabulaire. moi je trouve pas qu'il pose les bonnes problématiques qui Bah, sont celles oui, des États oui. africains aujourd'hui. Mais alors, juste deux choses. Ah bah attends, me laisse pas. Après, je donnerai la parole, bien sûr. Bah, bien sûr, Maxime prendra la parole. Mais avant que je ne perde le fil, déjà rappeler sur Kémy Séba, et après j'arrêterai là-dessus. Rappeler qu'aujourd'hui, il est en prison. Voilà, il est revenu en France pour faire la promotion de son livre. Donc la promotion, il la fera visiblement à Fleury-Mérogis. Mais je pense que ça lui a fait une très bonne publicité. Hein, et je pense qu'il peut remercier les services de police français pour ça. Parce que, bon, Moi personnellement, j'en ai pas entendu beaucoup parler de l'arrestation. S'il n'y a pas les réseaux un peu mainstream sur internet qui en parlent, j'en ai pas du tout entendu Alors, parler. Sur TF1, il n'y a pas eu Kémy Séba. Enfin, oui, sur mais les bon. trucs grande antenne, grande Oui, audience, parce si que tu veux. en même temps, personne ne le connaît. Bah oui, mais tu dis Mais- ça lui a fait de la pub. Bah oui, ça lui a fait de la pub déjà. Pour qui Pour ceux qui étaient déjà intéressés à la limite. Non, pas forcément, ce que j'ai vu en tapant dans les principaux titres de presse écrites D'accord. sur Internet, tu retrouves Kémy Séba, il t'explique voilà, qu'il y a eu une dépêche AFP qui explique que voilà, C'est un personnage qui peut être qui Bon, peut c'est un faire de la perso- pub s'il est déjà connu en préalable, Ouais. je pense quand même. peut-être aussi. C'est vrai que
Bon, faut rappeler quand même il est sur la télé sénégalaise, il est Oui. chroniqueur sur je sais plus quelle. Des bonnes émissions d'ailleurs. Ouais. quand même. Et non, la chose que je voulais dire, c'est qu'il a été condamné quand même pour haine raciale. Donc ce que je dis, Maxime, sur toi tu l'as reconnu, son penchant communautariste. Oui, mais c'est pas de la haine raciale. Pardon. À un moment- Est-ce que je peux commencer? Bon. À un moment, Voilà. Non. faut être. À un moment, on mesuré. fait quoi Être communautariste, À un moment, c'est pas être à un la moment, haine faut être raciale. mesuré. Mais non, mais il n'y a pas que ça. Mais voilà, tu me donnes Bon. déjà un point. Bon, Après, bah, voilà, il y a voilà. sûrement des paliers. Voilà, de la même Non, manière mais que je les pense indigènes, que- de la même manière que l'association Les Indigènes de la République, pour moi, est totalement indigne. Oui, je suis À d'accord. vouloir. Non, Oui, vouloir des en- réparations auprès de gens qui n'ont rien à ouais, voir en avec... parlant ouais. des Français blancs de souche, Les de sous-chiens. Les Ouais. sous-chiens. Ouais, Ouais. tout Ouais, est c'est un là-dedans. peu provocateur, c'est vrai. Je suis Tout à d'accord avec fait. toi. On aurait pu faire un effort et les appeler les sushis. Oui. Mais du coup, alors attends. Oula. Ouais, pour la... Maxime répond. Ouais, bon, je suis d'accord avec vous pour dire que les frontières africaines, c'est complètement... On lit clairement la domination occidentale. Je veux dire, on n'a jamais vu des pays aussi carrés, en plus des lignes droites. Enfin, ça a été tracé comme ça à la règle, vite fait. Enfin, c'est vraiment un truc... c'est évident. Donc bon, je reviens pas plus longtemps là-dessus. Et après, sur le panafricanisme et... donc là, un peu la position de Kémy Séba, je reviendrai après sur le parcours et la personne. C'est vrai qu'on peut se dire, parce que il y a eu un espèce de débat qui a été lancé à un moment donné entre vous deux par rapport à la question de la nation, et finalement c'est un sujet qui peut être pris globalement. C'est en gros à partir de quand on met des frontières, et pour que les frontières soient cohérentes, qu'est-ce qu'il faut, quoi? C'est quoi la recette pour... c'est quoi? C'est la nation. Alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'une nation? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on va dire il y a des gens qui veulent vivre ensemble et qui vont dire bon, on a des institutions qui nous représentent nous. Je m'entends plus là. Je sais pas si. Moi non plus. Pardon. Qu'est-ce que tu fais, Nico, là? Donc, où est-ce que j'en étais? Tu es passé à l'antenne. Ah non, tu n'es pas passé. Alors tu peux reprendre. De quoi? Qu'est-ce qu'une nation, tu disais? Ouais, mais attends, faut pas que je reprenne depuis le début. Hein. Non, non. Ah putain. Ouais. Donc oui, qu'est-ce qu'une nation? On peut dire déjà que pour le panafricanisme, il y a, parce que bon, pour que des gens puissent se retrouver sous l'égide d'une nation ou du moins d'une communauté humaine qui soit cohérente, il faut qu'ils partagent un certain nombre de points communs. Et ce que voit Kémy Séba, et je suis d'accord avec Marc, et c'est pour ça que moi j'ai tendance à le soutenir, c'est qu'il fait à mon avis des bons diagnostics sur la situation du continent africain, et qu'il a cerné les bons ennemis, et je pense que sa démarche, qui n'est peut-être pas la démarche la plus pertinente, et puis voilà, c'est vrai que moi je me dis en tant que blanc occidental, je me sens pas concerné, puisqu'effectivement c'est très communautaire, ça, il a une lecture très communautaire des choses, mais en tout cas je me dis il y a quand même un point commun entre toutes les nations, enfin du coup les pays africains, c'est la domination occidentale, c'est le piment des ressources, etc. On pourrait presque faire une émission là-dessus, quoi, mais là je vois qu'il y a 10 minutes. Donc je veux dire, c'est vrai que ça peut être rageant, je me dis, de la part de quelqu'un qui vit, qui se sent africain, qui a ça qui coule dans ses veines, de voir son peuple s'entretuer pour des raisons, c'est-à-dire que c'est toujours le diviser pour régner qui est appliqué là-bas, et donc on a des guerres qui sont finalement des guerres fratricides, et les gens comme Kémy Séba, il y a d'autres personnalités dont on pourrait parler qui sont un peu dans cette veine-là, et qui cherchent en fait à conscientiser un peu les Africains pour leur dire voilà, arrêtez de vous casser la gueule entre vous, essayez de comprendre que vous avez un ennemi commun. Et effectivement, Kémy Séba s'érige un peu comme un des leaders de ce truc-là. Moi, je pense que c'est un positionnement qui est cohérent, qui inquiète. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, pour ça qu'il est en prison aussi aujourd'hui. Je pense que... Alors, on va me dire qu'il y a d'autres raisons, qu'il y avait une condamnation, tout ça. Mais je pense que le fait qu'il se soit un personnage qui soit perçu comme aussi sulfureux, comme aussi agressif, et tout ce que tu ressentais, Hugo, je pense que c'est aussi de ce fait-là. Parce que... Et là j'arrive sur la personne. Tu veux dire? Ouais, faut juste préciser, je sais pas si tu allais le faire, mais ça m'étonne que tu ne le fasses pas, que c'est un proche de Dieudonné aussi. Oui, il fait partie de ces mouvements-là, et aussi de Soral et d'égalité et réconciliation, Voilà. ce qui est aussi un signe qu'il n'est pas dans le racisme anti-blanc, puisque bon, Alain Soral n'a quand même pas le faciès de l'Africain. Bon, je reviendrai sur la relation avec Mais ouais, attends, je voulais bien Vas-y. réagir sur la personne, le parcours. Moi, je pense que bon, t'as quand même un peu creusé le sujet et tout, et je suis vraiment d'accord avec toi sur le... Je comprends que tu aies cette analyse de prime abord. Je trouve que c'est tout à fait normal. J'ai d'ailleurs eu, moi, les premières fois que... Moi, quand j'avais découvert Kémy Séba, il était encore en France.
et il militait en France. Et j'avais un problème aussi un peu avec cette espèce d'agressivité. Et puis, je comprenais pas pourquoi, du coup, il allait pas vivre en Afrique, quoi. Je dis, bon, bah, quelque part, bon, bah, tu parles comme ça de la France, tu vis l'Afrique, bah, va vivre en Afrique, quoi, et va réaliser ton projet. Et là, il l'a fait, quoi, il l'a fait. Donc, c'est-à-dire que pendant un temps, j'ai eu un espèce de réticence un peu, et puis je trouve que plus le temps passe, et c'est vrai, je suis d'accord avec toi sur le côté parcours, on voit qu'il y a une espèce d'évolution, il passe du kémitisme, qui est un truc égyptien, là, culte d'Oron, je sais pas quoi, et que progressivement, il se convertit à l'islam, il se rapproche de Nation of Islam, et tout ça. Bon, aujourd'hui, il est musulman. Je trouve qu'il a des références, en tout cas, que je partage, puisqu'il parle souvent de Guénon ou de Evola, dont j'ai souvent parlé aussi à cette émission. Il a une base très solide traditionnelle. C'est-à-dire que je trouve que Kémy Séba devient une espèce d'érudit. J'ai pas lu ses bouquins, par contre. Je l'ai beaucoup regardé. C'est-à-dire, c'est beaucoup du contenu vidéo, que ce soit des conférences, ses participations aux émissions. Et puis, la radio, là, il a aussi une émission de radio que j'écoute souvent. Et je trouve par exemple, j'avais été très conquis par son analyse du système rap français, du rap français, Skyrock et compagnie. J'avais trouvé qu'elle était excellente, son analyse là-dessus. Bon, mais il y a tout un tas de choses où je suis assez d'accord avec lui, même si, en même temps, je me dis, je suis pas concerné, je suis blanc, quoi. C'est vrai qu'il a une lecture raciale des choses. Je ne dis pas raciste, mais je dis qu'il a une lecture raciale des choses, puisqu'il parle des Noirs, comme si c'était une communauté finalement à part entière. Donc du coup, alors il y a les Noirs, donc il y a les Blancs. Il a une vision qui est racialiste. Qui est communautaire, mais je ne pense pas pour autant qu'il soit dans une logique raciste, puisqu'il n'y a pas de suprémaciste. C'est là où par contre je ne suis pas d'accord que... Après, c'est aussi la question du parcours. C'est qu'il a, je pense, tout au long de son parcours et de ses différentes influences... Je crois même qu'il a déclaré à un moment donné... revu son... Oui, c'est pour ça qu'on voit effectivement qu'il il est né dans les débuts des années 80, je crois qu'il est relativement jeune, et je crois qu'on voit en fait l'espèce de parcours, et je crois qu'il déclare à un moment donné qu'il s'est éloigné de ses références suprémacistes. Voilà. Donc moi, de ce que je connais de Kémy Séba, tout ça, je vois pas du tout quelqu'un qui a une volonté, on parlait du pan-germanisme tout à l'heure, je pense pas qu'il a des visées impériales. Je pense qu'au contraire, c'est clairement aujourd'hui un anti-impérialiste, Kémy Séba. Il cherche en fait à faire en sorte que les Africains se réapproprient leur continent qui s'appelle l'Afrique. Et il a, c'est vrai, ce discours de dire, les Africains, en gros, dans les pays occidentaux, vous êtes discriminés, ce qui est juste. C'est ce qui est juste. Les populations noires, de manière générale, dans les pays occidentaux, c'est pas les populations qui sont les mieux loties. Et donc, en gros, on vous a fait miroiter tout un tas de choses. Finalement, on vous a fait venir ici pour vider les poubelles et compagnie. Bon, je caricature un peu, mais pour faire vite. Et donc, il invite finalement la population, donc les Noirs, puisque c'est son vocabulaire, il invite les Noirs, ses frères, à rejoindre le continent africain pour le repeupler, pour se réapproprier, puis chasser les réels impérialistes qui se sont installés durement en Afrique pour piller les ressources. Donc moi, je trouve que c'est un projet qui est cohérent, qui a du sens, qui peut permettre, d'une part, à l'Afrique de se relever, de gagner en émancipation. Et puis même, d'une certaine manière, ça peut être un peu polémique ce que je vais dire, mais ça peut aussi régler des problèmes dans les pays occidentaux, de problèmes de conflits un peu de civilisation. Puisque si d'un coup, des populations qui sont arrivées très massivement du continent africain et qui posent des problèmes aujourd'hui en termes d'assimilation, ça peut être une solution aussi. Du coup, si elles partent, on n'aura plus ce problème-là. Bon, c'est une vision qui n'est d'ailleurs pas forcément la mienne, mais ça peut être aussi un des avantages d'une certaine manière. Donc c'est vrai que je vois ce côté un peu agressif, mais aussi ce que je voulais dire, c'est faut que tu prennes conscience que tu es habitué à un certain type de communication aussi. C'est-à-dire que... Non, après, l'agression, elle n'est pas seulement dans le vocabulaire, elle est dans le discours. Oui, mais je pense que ce n'est pas quelqu'un qui a au départ la maîtrise de la communication. Et le problème des personnes, de manière générale, qui s'expriment en dehors du circuit mainstream, c'est qu'ils n'ont pas à leur disposition des agents de communication, des agences de communication spécialistes. Et du coup, le problème, c'est quand tu es militant, tu vas dire beaucoup de choses. Tu peux dire un truc et puis du coup, tu prends parti. Et dès lors que tu prends parti, on peut très facilement déformer tes propos. L'exemple type, par exemple, pour l'antisémitisme, c'est de faire toute une conférence. Et puis,
tu vas dire à un moment donné, les juifs font ça, puis tu précises, tu dis, quand je dis les juifs, je parle des élites juives. Je ne parle pas des juifs au gros du quotidien. Il a fait la précision une fois, il ne la refera pas durant la suite de sa conférence. Et les journalistes adorent du coup se saisir d'un moment où il va dire les juifs, et il va dire voyez l'antisémitisme, etc. Alors qu'on ne parle pas exactement de la même chose. Bon. Donc ils n'ont pas à leur disposition des canaux je dirais, de communication qui leur permettent d'apparaître comme... Il y a un côté un peu brut de décoffrage qui est logique, parce que ce sont des réseaux un peu souterrains, donc quelque part, tu as accès à de l'information brute, artisanale, et alors que toi, ton oreille et tes yeux sont habitués à de la communication institutionnelle. Donc je pense que la violence que tu ressens, elle est aussi liée à ça. Hugo, pour te répondre, et puis après nous... Oui, juste un mot, juste pour confirmer ce que je disais tout à l'heure sur... la vision qu'il a d'un... En fait, finalement, c'est un peu un développement séparé. Je ne sais pas si je peux oser ça, mais le développement séparé, c'est le système d'apartheid. Finalement, j'ai l'impression que c'est ce qu'il veut. C'est-à-dire que tous les Noirs vont revenir dans leur terre originelle, qui est l'Afrique, s'ils n'en sont pas partis. Et puis, les Blancs vont retourner en Europe et en Amérique du Nord, grosso modo, et chacun va continuer la vie, chacun de son côté. Donc il est complètement contre toute forme de mixité. Non, c'est pareil. Non, alors ça c'est confirmé, je l'ai lu encore hier, et sa femme disait, parce que bon, lui il n'a pas le droit à comparer vu qu'il est en prison, sa femme expliquait qu'il y avait notamment un conflit entre lui et Dieudonné qui est métis, qui est donc pour le métissage, et Kémy Séba qui est lui contre le métissage. D'accord, mais rien que là, il y aurait beaucoup à dire. Juste ajouter un autre truc qui sûrement fera remarque, mais je pense qu'il est au courant. Kémy Séba, j'entendais lors d'une interview dire, moi je comprends pas, justement c'était avec Alain Soral, il est en conflit, il disait voilà, moi les relations avec Alain se sont apaisées, mais j'ai toujours du mal, notamment avec quelqu'un comme Bernard Lugan, qui est historien, qui est notamment relayé par Égalité et Réconciliation, qui est reconnu par certains, comme la personne qui est à ma droite, et il disait en fait je comprends pas pourquoi cette personne, Bernard Lugan, parle sur l'Afrique. C'est pas son business. Moi, je vais pas parler sur la Bretagne. Et là, je comprenais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de précaré totalement. Et les Africains s'occupent des affaires africaines. Les Caucasiens s'occupent... Tu les aimes bien, les Caucasiens, aujourd'hui? Non, mais c'est lui qui utilise le terme caucasien. Alors, je le reprends, le terme blanc. Les Noirs, finalement, c'est ça. Les Noirs s'occupent d'affaires de Noirs, les Jaunes d'affaires de Jaunes, etc., etc. Je trouvais ça assez louche, et d'autant, je sais pas, je comprenais pas. Pour ce qu'il dit sur Lugan, surtout que Lugan, visiblement, il s'appuie pas mal sur notamment des auteurs locaux aussi. Il fait du travail de terrain. C'est pas un occidental qui reste dans son bureau et qui dirait moi je vois ça. Oui, c'est un mec, il a passé je ne sais combien d'années au Rwanda notamment. Il va, Marc, tu m'as tenu au courant, il va assez régulièrement à droite, à gauche. Voilà, à un moment, il y a aussi une connaissance. Maxime, je peux te répondre sur le métissage, sur Bernard Lugan, pas trop, parce que j'ai pas. Pourtant, il me semble avoir vu ce passage où. Ça me paraît logique de toute façon qu'il soit un peu anti-Lugan, comme Dieudonné doit être aussi un peu anti-Lugan. Je me souviens pas de ces déclarations, donc je n'en parlerai pas. Mais c'est vrai que quelque part, on peut être blanc et parler de l'Afrique en ayant un propos pertinent dessus, je suis d'accord. Mais lui, je comprenais pas. Il disait moi je comprends pas Lugan, je suis pas d'accord du tout avec cette partie d'Alain Soral, en somme. Et parce que lui c'était l'exemple qu'il donnait, moi je parlerai jamais de la Bretagne. Mais par exemple, mais peut-être que derrière ça il y a une explication un peu plus complexe, parce que par exemple pour le cas du métissage, c'est vrai que tu lis ça de prime abord, on peut se dire oui, mais pourquoi on serait contre le métissage, le fait que un noir puisse épouser une blanche ou vice versa et donner des enfants métis. C'est même pas. C'est pas, je pense, son propos, parce que en général il y a une espèce dans ces milieux-là de lutte contre le métissage, mais quand on parle de métissage, encore une fois, il y a des précisions à faire, c'est le métissage forcé qui rejoint la logique du mondialisme, et c'est-à-dire que le fait que ponctuellement il y ait du métissage, ça pose absolument pas problème, puisque d'ailleurs dans tous ces réseaux-là, on soutient Dieudonné qui est justement un métis. Donc on peut pas d'un côté dire on veut pas des métis et puis en même temps soutenir. Mais c'est plutôt cette volonté un peu impériale de vouloir métisser des cultures et faire la promotion du métissage. C'est-à-dire que c'est plutôt une lutte contre une idéologie qui prône le métissage.
Or, le métissage, c'est pas que c'est mal, mais c'est pas que c'est mal en soi, mais que ça peut devenir dangereux lorsque c'est poussé et lorsque c'est induit comme ça, que c'est poussé à l'extrême, que ça peut provoquer notamment la chute de nations, que ça peut provoquer la destruction de deux cultures, et c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui. Et on évolue là dans des milieux qui sont quand même nationalistes, et donc on tient à garder une espèce d'hétérogénéité, c'est-à-dire de différence, qui fait d'ailleurs la richesse et qui permet les échanges. Et donc forcément qu'on va lutter contre la promotion du métissage. Ça va être par exemple, j'ai un exemple bête mais qui me vient là, je réagis à chaud comme ça, c'est par exemple que dans tous les films, tous les dessins animés, on va donner des noms qui soient des prénoms aux enfants qui vont être comment on appelle ça déjà, j'ai le mot apatride qui vient, mais c'est... Issu de la diversité. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la promotion de la diversité, du métissage, on va donner des noms qui peuvent aller à un français, à un anglais, etc. Et puis le côté ringard qu'on va donner à des prénoms qui seront typiquement traditionnels. Bon, j'avais autre chose à dire. Mais du coup, les gesticulations de Nicolas me... Oui. Je demandais à Marc s'il souhaitait justement te répondre, et je crois qu'il le souhaite. C'était pas répondre, c'était pour préciser ce que Hugo Maxime, pardon. Moi, Maxime a précisé sur le côté un petit peu qu'avait relevé Hugo. Oui, ça y est, ça me revient. Bon, bah vas-y. Excuse-moi, je réponds une seconde. C'est le côté... C'est une émission de radio, messieurs. Hein. Oui. Merde. Peut-être que Marc... Je vais répondre à la question justement de la divergence entre Lugan et ce qui, à mon avis, je peux pas l'avoir plus précisément, je ne suis pas dans sa tête, mais il y a un côté de Lugan qui dérange quand il dit, avec d'autres auteurs qui sont beaucoup plus anciens et qui sont, à mon avis, les vrais africanistes qu'on devrait se servir aujourd'hui, c'est-à-dire d'une part le fait de dire qu'à l'image de Jacques Marseille, la colonisation a plus coûté qu'elle en a rapporté, ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas accepté chez certains milieux, en disant que le pillage moral étant suffisamment important, le côté économique, on s'en fout un petit peu. Bref, ça c'est à mon avis la grande divergence. Et par contre, je suis désolé, quand Kémy Séba dit justement ce sont le problème des frontières dans des états artificiels, etc., c'est l'analyse de Lugan. Quand on voit qu'il n'y a pas vraiment, les nations, on a un concept nomade un petit peu en Europe, mais pas en Afrique, c'est l'analyse de Lugan. Donc je pense que c'est plus sur le côté politiquement incorrect que Kémy Séba n'est pas d'accord avec Lugan, parce que dans les faits, si vraiment il le lit, il sera d'accord avec lui. Maxime, est-ce que tu as retrouvé ta phrase ? Oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Donc c'était aussi par rapport à... C'est une remarque un peu plus large, puisque Hugo avait l'impression qu'Kémy Séba voulait donc, en fait, vivre en autarcie. Tu ne l'as pas dit, mais ça se ressentait dans ton discours. Et ce qui revient généralement quand on parle de nationalisme, c'est toujours cet argument de « oui, mais tu veux quoi alors qu'on se retrouve entre chez nous, qu'on n'aille pas voir le voisin et qu'on n'échange pas ?» et bon. Moi, je comprends pas ça. Pour moi, ça relève forcément d'un conditionnement. C'est parce que c'est pas très rationnel. C'est pas parce que on part du principe qu'on est chez soi et que notre chez soi contient un certain nombre de caractéristiques et que chez l'autre c'est des caractéristiques différentes qu'on n'a pas envie d'aller chez l'autre ou qu'on n'a pas envie d'avoir des rapports avec l'autre. Si tu veux, c'est des relations. Je comprends pas moi cette logique-là, et je pense que Kémy Séba n'est pas dans une volonté d'autarcie. Je le revois, non, je l'entends parce qu'il avait un débat assez intéressant avec une personnalité qui est un peu moins connue, qui s'appelle Laurent James, qui fait un bonhomme qui est assez en pointe sur tout ce qui touche à la tradition. Et justement, il parlait de ça, et c'est là que j'avais vu d'ailleurs les grandes connaissances de Kémy Séba sur Guénon et Evola notamment. Et ça j'entends plus mon micro. Bah si. Ah, là, ça y est, je le entends. Et donc... il avait dit cette phrase, et je crois d'ailleurs que lui-même l'a citée de quelqu'un d'autre, et qui m'avait beaucoup plu, et je suis tout à fait d'accord avec celle-là. Cette phrase, c'est « tu es des miens parce que tu es des tiens ». Voilà. Je trouve que ça résume à peu près la vision de Kémy Séba, qui est la mienne aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que chacun doit se dire effectivement qu'il a une identité différente. Ça ne veut pas dire qu'on ignore l'autre ou qu'on l'aime pas ou qu'on le déteste ou qu'on ne peut pas à un moment donné traiter avec lui pour un truc, mais il faut garder à un moment donné son identité. Je pense que c'est un peu la défense nécessaire aujourd'hui pour lutter contre la folie furieuse qui s'abat sur nous. Et Kémy Séba, c'est pour ça que je le soutiens, c'est qu'à mon avis, à son niveau, même si pour moi c'est un combattant qui est en parallèle. On est là, il n'est pas directement avec nous, mais il est en parallèle et on va dans le même sens. Voilà. Pour
faire un peu de coulisses, je crois que tu t'entendais dans le micro de Hugo et c'est pour ça qu'il y a eu un petit souci, mais c'est pas grave. D'accord. Hugo, je vous propose d'en rester là pour ce débat. Je souhaitais donner la parole à Hugo pour marquer, pour nos auditeurs qui ne voient pas la vidéo, et voilà, et Marc faisait des grands signes non. Je souhaitais donner donc la parole à Hugo pour terminer cette émission sur un projet participatif dont tu souhaitais nous parler sur la ville de Torcy, et donc la parole est à toi, malgré le fait que Marc soit en train de déprimer seul dans son coin de studio. Tu as tant annoncé que je ne pouvais me défausser. Et j'y tiens, face à mes même si je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est un sujet beaucoup plus léger, mais je pensais que c'était intéressant de c'est le bien de souligner. terminer l'émission comme ça. Voilà, on est une radio locale, donc les initiatives locales sont à souligner. Et n'hésitez pas à nous en faire part d'ailleurs si vous en avez dans. Tout à fait, on est un relais, comme je disais, local, donc si on peut tout à fait faire de la publicité et souligner des actions comme ça sur notre territoire, on le fera avec grand plaisir. Donc le sujet, plus particulièrement, c'est quoi ? C'est un projet un peu d'urbanisme, c'est une sorte de bénévolat autour de l'art urbain, voilà. Ça s'inscrit dans le Inside Out Project de JR, c'est un artiste de rue français. C'est un projet à l'échelle mondiale, et là, il y a une partie, une espèce de un chapitre, on va dire, de ce projet qui se passe à Torcy. J'étais super surpris. Ça se passe dans le quartier du Belvédère, c'est le quartier à côté de la gare, si vous connaissez. Et donc, le projet, c'est les habitants qui ont été pris en photo, et tous les portraits ont été collés sur une façade d'immeuble. Et je trouve que ça permet d'égayer le paysage. Voilà, c'est un quartier assez... on va dire malfamé. Quelle publicité. C'est un quartier où il y a quand même eu un mort il y a 2 ans, je crois. Il y a eu un mort, oui, comme il y a des morts dans tous les quartiers. Oui. Sauf qu'il a été fusillé ou poignardé. Ça, c'est la gauche molle qu'il est en train de me faire, Nicolas. Il y en a partout, vous savez. Mais voilà, c'est un quartier... Non, mais c'est pour dire qu'il peut y avoir des meurtres dans tous les quartiers. Effectivement, c'est un quartier... celui-ci jouit d'une mauvaise réputation, mais ça ne veut pas dire que c'est non plus... est-ce qu'on peut parler d'un quartier malfamé ? Est-ce qu'on peut parler de jouissance aussi ? Un quartier défavorisé, dirons-nous, un quartier populaire. Bon, ça va. Et donc voilà, il n'y a pas de fric. Ce projet a pour but de faire participer les habitants dans le but de décorer en quelque sorte le quartier. Donc on a d'un côté ces affichages, donc des portraits d'habitants qui sont très beaux, je trouve, assez émouvants. Et puis ça implique les habitants. Et puis il y a aussi une phase de repeinte des escaliers, des pots de fleurs. Ça peut paraître un peu sommaire comme ça, un peu bateau, mais je trouve que le fait d'impliquer les habitants, c'est une très bonne chose. Je pense que tu pourrais en dire un mot, Nicolas. Dans les politiques d'urbanisme aujourd'hui, c'est de plus en plus recommandé. De faire participer effectivement les personnes tout simplement à la vie de leur ville, à la vie de leur ville, pardon, et ce qui tranche un petit peu avec tout le débat qu'on a actuellement sur les intercommunalités, sur les grandes régions, sur la suppression des compétences des communes, et plus on s'éloignera, de mon point de vue, des individus, des habitants, et moins la politique de proximité sera... pour aller dans le bon sens. Voilà, juste pour préciser que du coup, là, c'est un projet qui est soutenu par une sorte d'association qui s'est montée, une association de quartier. JR, l'artiste, est bien sûr venu pour soutenir les participants. Et puis, la mairie a participé surtout pour de l'aide matérielle. Donc, moi, ça m'a aussi plu. J'ai suivi ils ont une page Facebook, et j'ai suivi cette espèce d'émullement associatif et bénévole. Voilà, émulation, pardon. Solliciter les gens, essayer de trouver de l'aide. Je trouvais ça assez intéressant à souligner. Eh bien, merci d'avoir souligné cette initiative. Voilà, je ne retrouvais plus. Initiative citoyenne, je pense. Sur l'art, en plus, c'est une thématique, je pense, que je l'évoquerai dans d'autres émissions. Effectivement, avec une chronique sans doute. Merci d'avoir été avec nous. Vous entendez normalement derrière le son de ma voix, si je me trompe pas, la nouvelle musique, le nouveau générique de l'émission. Marc, merci de nous avoir parlé. Un mot sur l'auteur peut-être de cette musique ? Maxime pourra peut-être en parler encore mieux que moi. C'est un très grand guitariste dans ce style que vous avez là. Donc il est très riche, allant du blues au hard rock avec des styles un petit peu qui peut ressembler à du Van Halen. Ouais, fusion hard rock, c'est intéressant. C'est Monsieur Steve Vai et la chanson c'est Now We Run.
Et voilà, donc effectivement, cette musique qui sera dorénavant notre générique et que nous ferons peut-être évoluer tel l'ancien générique. Je vous rappelle notre premier générique sur cette terre avec Corinne Lepage qui... Ah, qu'est-ce que vous dites à Corinne Lepage? J'ai la merde. Voilà, c'était effectivement notre premier générique à Politiquement Incorrect. On vous le remettra peut-être un jour en historique, Hugo. Vous souhaitez dire quelque chose, non? Non, c'est vrai qu'on évolue, ça fait du bien. Voilà, effectivement, oui, ça fait On bien est passé changer des un petit Beatles à Dave Weckl et on finit sur Steve Vai, c'est bien. On finit pas. On finit, on en est à Steve Vai. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. Restez au contact de l'émission sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Politiquement Incorrect, enfin correct sur Twitter, et également au contact de l'émission ainsi que de la radio en écoutant et réécoutant nos podcasts. Maxime, si tu parles, nous t'entendons à l'antenne. À très vite, bonsoir à tous et à toutes, et à bientôt. Merci. Radio Réveil.